Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour ces nouvelles du monde de la course en septembre. Un Donc, petit bout qu'on n'a pas fait des oui, nouvelles, hein? oui, bon, on est occupé, On est, puis ouais, beaucoup on est dans d'entrevues. à peu près un mois, mais il y en a eu moins que, tu sais, en mai, en juin, juillet, c'était assez intense, mais ça réduit, ça fait du bien. Ouais, ça s'est calmé un petit peu, puis c'est ça. Puis Ouais. on est quand même, on s'est gardé occupé quand même avec plusieurs entrevues. Récemment, Nico Oui. Dan. On a, ouais, Jean-Christophe Lefebvre, qui va l'épisode va sortir sortir. bientôt, Ouais. puis on a quelqu'un de planifié la semaine prochaine. Ouais. Donc, en fait, quand on dit l'épisode Tu va ne sortir nommeras pas? bientôt, il Ah, sera déjà sorti. Parce que je vais le oui. faire, on va le faire sortir avant ça. Mais ouais. Puis on a quand même des nouvelles récentes, donc ça va être intéressant à regarder. Vite fait, je tiens à remercier les Patreons du podcast. Donc, merci Gabriel Robillard, Frédéric Vien, merci Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux, Danny Litwin, et finalement, merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller voir ses vidéos de renforcement musculaire sur sa page Facebook CGKin. Et elle a elle aussi un Patreon, si je ne me trompe pas. Donc, allez voir Ouais, ça. D'excellents cool. exercices pour Merci, coureurs merci et tout le monde. coureuses. Donc, Yes. alors, commençons ce mois de septembre. Tu avais une question? Ouais, une petite Oui, note en fait. oui. Moi, c'est Éric Poirier que j'ai vu à quelques courses aux 5 km à Saint-Jean qui nous écoute, qui demandait quand est-ce qu'on revient sur Spotify. Oui, bonne Ouais, question. Je sais pas. très bonne question, hein? Initialement, on s'était enlevé pour protester contre Spotify qui avait donné un beau contrat de 100 millions à Joe Rogan. Puis Joe Rogan qui, tu sais, au début, je l'ai déjà écouté, puis j'ai déjà aimé son stock. Le problème, c'est Mm. dans les dernières années, il s'est mis à interviewer du monde qui, qui disent des faussetés, puis des faussetés dangereuses, comme de la fausse information sur les vaccins, ou de l'information trompeuse, du moins. Puis qui va pas, tu sais, j'ai pas de problème à ce que tu reçoives quelqu'un comme ça, mais que tu challenges les choses qu'il dit. Ouais, Le tu sais, problème, pas être complaisant avec. C'est ça. exactement, c'est ça le terme que je cherchais, Ouais, de pas être complaisant. complaisant. Ouais. Puis le problème, c'est qu'il est il est il est quand même, en général, des fois, il challenge ses invités, mais en général, il était beaucoup trop complaisant avec ses invités qui, ont, qui sont souvent très problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on avait suivi dans le mouvement. Ça avait commencé avec Neil Young qui s'était retiré de Spotify. Il y avait éventuellement même Gilles Vigneault. Donc, Ben là, oui, quand Gilles Vigneault l'a fait, on s'est dit, ben là, pourquoi pas nous, hein? On est la suite logique. Euh, quand Gilles le fait. ouais, Ouais. mais, euh, mais c'est ça. Donc, je sais pas. Là, techniquement, Spotify a pas mal rien fait. Ils ont dit, on va s'assurer qu'ils suivent des lignes directrices, whatever, mais pas aucune, tu sais, pas aucune vraie conséquence. Puis Joe Rogan, il a dit, je vais essayer de faire mieux, blablabla, mais encore une fois, rien de vraiment tangible. Et donc, je sais pas. On va voir. Laissez-nous savoir là, si vous êtes beaucoup à vouloir qu'on retourne Ouais. sur Spotify, juste pour qu'on ait une idée de savoir combien de personnes vraiment ont besoin de Spotify pour nous écouter. Il y a toujours l'alternative de Google Podcast pour ceux qui sont Android. Sur iPhone, j'imagine la plupart nous écoutent Le Apple sur Podcast. Apple Podcast, là, qui initialement, pour les curieux, podcast, les podcasts, ça vient de Apple, des iPods. Oh, Dans le OK. fond, les Ah, podcasts, ouais, ça ouais, venait de ouais, OK. iPod. OK. Donc, même si je suis pas un fan de Apple, il faut quand même redonner à César ce qui revient à César. Donc, si vous êtes sur iPhone, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Si vous êtes, c'est gratuit en passant. Là, puis, Mhm. si vous êtes sur Android, il y a Google Podcast que moi j'utilise maintenant pour mes podcasts. Que la plupart des podcasts sont là, sauf par exemple Joe Rogan, qui a un contrat d'exclusivité avec Spotify.
Donc, ben, je vous Moi, invite. personnellement, Oui. perso, je suis sur Android puis j'utilise l'application Podcast Addict. Puis ça fait au moins 6-7 ans. Puis c'est toujours gratuit. Tu peux télécharger les épisodes. Tu peux, tu sais, pause, play, n'importe quoi. Là. Fait que vraiment, je l'aime bien. Là, puis on est dessus, là, comme plein d'autres Ouais. podcasts aussi. Puis c'est ça, Google Podcast aussi, tu peux télécharger pour les écouter hors ligne. La plupart des applications de podcast permettent ça, parce que c'est ça le but, en fait, des podcasts. Euh, donc, je vous invite à faire ça, mais tout de même, n'hésitez pas à nous laisser savoir, parce que je sais, par exemple, pour les montres Garmin, c'est quand même, j'ai déjà fait ça, Ouais. de mettre un podcast sur ma montre Garmin, puis avec les applications tierces, des applications autres que officielles de Spotify, ça fonctionnait pas de le mettre via le Wi-Fi, mettre le podcast sur ma montre. Puis même avec Spotify, par contre, c'était vraiment pénible. Faut vraiment que tu plugues ta montre dans le mur puis que tu la mettes à côté de ton Wi-Fi. C'est vraiment, je me demande pourquoi on est avec cette technologie-là. J'imagine que pour que ça fitte dans une si petite montre, le module Wi-Fi, ben il faut qu'il soit petit puis qu'il n'y ait pas toutes les fonctionnalités ou quoi, ou que le signal n'est pas super fort. Mais bon, c'est un peu chiant. L'alternative que j'ai trouvée était de manuellement télécharger. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel podcast. C'est juste que c'est ça, c'est pas. Ouais, là, c'est C'est moins lourd. Là. pratique. Tu sais, C'est ça. tu télécharges le MP3, il faut que tu branches ta Ouais. montre à Ouais. l'ordinateur, il faut que tu installes Garmin Express. Mais Là, honnêtement, tu j'ai peux trouvé. transférer les MP3 dans la montre. Ouais, mais honnêtement, moi, c'était moins de trouble que d'essayer de le faire via le Wi-Fi, là, pour vous dire. Donc, OK. Ben, j'espère que tu la technologie va s'améliorer d'ici là, mais ouais. via Wi-Fi, c'était pénible, ça buguait à chaque fois. Puis j'ai quand même pas un mauvais Wi-Fi, là, en tout cas. Fait que, d'ailleurs, Non, j'ai c'est ta sûr borne qu'à Wi-Fi partir. que tu m'as donnée. Fait Ah, que, c'est ça que. on mettra le Non, je nom te sur l'ai le. vendu. Ouais, À vendu. l'époque, je te Ouais. connaissais pas, je te l'ai Ouais. vendu. Maintenant, je te Ouais. donnerai. Tu sais, je t'aime beaucoup, je te Non, non, donnerai. mais Mais maintenant, je te l'ai moi, je trouve vendu. que c'est fair. Tu m'as pris un très Non, bon non, c'est prix. correct, c'est correct. Mais, Oui, oui, c'est vrai, c'est un bon prix. ouais, ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'une fois que Garmin Express il est installé, là, c'est moins. Mais tu sais, la première fois que tu veux mettre des MP3 dans ta montre musique, là que c'est lourd un peu. Il faut que tu installes Garmin Express, tout ça. Mais Ouais. sinon, après, c'est pas pire. Mais ouais, en Fait que, espérant que il y a les. des alternatives, Ouais. mais Spotify, on est conscient que ça reste quand même la facilité totale. C'est quand même Mais tu sais, pour mettre des podcasts de Spotify sur ta montre, il faut quand même que tu payes, que tu sois payant, utilisateur payant à la base. OK. Donc c'est sûr, c'est. Peut-être, je sais pas qui est payant, je sais pas c'est quoi le pourcentage des montres payants. C'est ça. Puis en passant, j'étais payant, mais là, je ne renouvellerai pas. Je m'étais abonné pour un an à Spotify, mais je ne renouvellerai pas, je les encouragerai pas. Mais bon, c'était quand même un petit segment, comment écouter le podcast sur votre montre, qui est étonnamment pas si simple que ça. Mhm. Puis c'est pas toutes les montres en passant, je sais peut-être des personnes qui connaissent moins ça, c'est pas toutes les montres GPS qui offrent ça, seulement certaines montres qui ont de la mémoire, assez de mémoire, puis qui ont cette fonctionnalité-là de mettre de la musique Ouais, ou des ouais, podcasts. ouais, Donc ouais. on y pense, on va y penser, laissez-nous savoir si ça changerait votre vie ou du moins l'améliorerait positivement de manière significative si on pouvait retourner sur Spotify. Mais pour l'instant, c'est sûr, on maintient nos convictions. Euh, donc, poursuivons. Euh, Ouais, Vas-y, les athlètes du mois d'août, les athlètes du mois d'août au Québec de la FQA. qui est sorti de la FQA. Donc, Audrey Leduc, qui est du club d'athlétisme de Gatineau. Oui, grosse Euh, performance aux Jeux du Canada. Exactement, Niagara 2022, on en a parlé, je pense, à l'épisode précédent sur les nouvelles, ou peut-être l'autre. Non, je pense le précédent, ça fait quand même un petit bout déjà. Donc, pour rappel, là, au 100 mètres, elle avait fait 11 secondes 55, ce qui représentait un nouveau record des Jeux du Canada. 200 mètres, 23 secondes 70 centièmes, une nouvelle marque personnelle pour elle. 4 fois 100 mètres, ils ont signé une impressionnante performance de 44,74, ce qui représente un nouveau record des Jeux du Canada, de même qu'un nouveau record du Québec. Ouais. Donc, ça, c'était ça pour Audrey. Puis en plus, elle avait fait une performance de 6 mètres 10 centimètres au saut en longueur. Donc, elle saute aussi, en plus de courir ultra vite sur des courtes distances.
donc athlète du mois d'août pour Audrey Leduc. Et puis, du côté masculin, c'est Thomas Fafard qui est monté sur le podium là, au championnat NACAC. On l'avait reçu aussi au début de notre dernier épisode des nouvelles. Oui. C'était au Bahamas, il faisait extrêmement chaud. Course très stratégique, ou en tout cas assez particulière, là, je pense que c'est le bon terme. Très, très Ultra particulière. stratégique. Mais à ce point-ci, c'était même plus tant de la. Je sais pas à quel point c'était de la bonne stratégie de la part du meneur. Mais bon, on en a Non, discuté parce que de laisser ça à la chance, de laisser ça au kick quand tu devrais dominer ses autres, quant à c'est moi, ça. une petite erreur de jugement, mais bon, il l'a eu quand même. Là, Donc, 5000 mètres qu'il avait fait en 14 minutes 49, qui est très loin de son PB, qui est dans les ultra lent pour des coureurs de ce Ouais, calibre-là. Ultra lent. exact. Mais un dernier 400 mètres en 54 secondes 33 Ouais. centièmes. Ben, Donc, ça s'est joué dans les 800 derniers mètres pour cette course-là. Puis aussi, il avait bien fait au 1500 mètres en 3:41,82 lors de la soirée Rouge et Or, ce qui était un meilleur chrono pour lui cette année sur cette distance. Ouais. Donc, nos deux athlètes québécois en athlétisme. Ouais, félicitations à ces deux athlètes. Bon, maintenant, les athlètes, les résultats sont sortis pour les athlètes excellence et élite de la FQA. On va pas tous les nommer, mais juste mentionner quelques additions notables, surtout en termes de distance. Bon, on a Jessie Lacourse au steeple, au 3000 mètres steeple, qui est excellence, qui est une des deux femmes excellence avec Misha Powell au 400 mètres. Puis côté élite, on a Anne-Marie Comeau sur 10 000 mètres qui a obtenu son statut d'élite. On a une femme sur le marathon, Elissa Legault, donc avec son marathon d'Ottawa, qui lui avait permis de renflouer les coffres au maximum. On se souvient, elle a fait une bourse autour de 17 000 dollars. Non seulement elle aura 17 000 plus 4 000 au courant des 3 prochaines années grâce à son statut d'élite féminin. Félicitations, c'est le fun de voir des femmes sur la longue distance qui se qualifient au niveau élite. Souvent, c'est plus sur des courtes distances qu'on voit ça chez les femmes et chez les hommes dans la FQ au courant des dernières années. Sinon, chez les hommes, on a beaucoup d'hommes qui ont reçu le statut excellence. Mathieu Bilodeau au 35 km marche, Jean-Simon Desgagnés au 3000 mètres steeple, Mohanzin Kelaf au 800 mètres, William Paulson au 1500, Charles Filbatiuto au 1500 et Kevin Robertson au 1500. Donc, beaucoup d'hommes excellence. Puis, la plupart sur de la distance, le plus court qu'on a, c'est 800 mètres. Donc, quand même, c'est ça, beaucoup sont sur 1500, qui n'est pas vraiment... Bon, c'est pas tant de la distance, en fait, c'est de la mi-distance du demi-fond, mais tout de même, un peu plus que du sprint. Notamment Mathieu Bilodeau au 35 km marche, que ça, c'est vraiment de la longue distance et de la longue durée. Sinon, le plus long qu'on a, c'est Jonathan Tedeschi avec sa qualification sur 10 000 mètres, qui lui donne le statut d'élite au Québec. On a aussi Philippe Morneau-Cartier, qui l'a eu sur 5 000 mètres. Perry McKinnon aussi sur 5 000 mètres. Et Thomas Fafard sur 5 000 mètres. Donc, malgré ses grosses performances, Thomas, qui est juste en bas d'excellence, quand même surprenant. Il y a eu des grosses performances. Je suis un peu étonné de ne pas le voir dans la section excellence. Est-ce que tu penses qu'il y a un maximum au niveau excellence en termes du nombre? C'est comme là, son 6 coureurs dans l'excellence, c'était le maximum. Il y a 3 fois des 1500 mètres. Je suis pas sûr. Le 5000 mètres, ouais, je suis pas sûr des règles. Le 5000 mètres qui est désavantagé. Je sais pas, je pourrais pas dire, mais c'est sûr, c'est les temps de 5000, bon, personnellement, je les trouve difficiles, mais c'est sûr, ceux de 1500 aussi sont probablement difficiles. Mais en effet, on a une grosse proportion qui sont qualifiés sur 1500. Est-ce que c'est parce que les standards sont trop faciles sur 1500 ou qu'on est fort sur 1500? Bon, probablement un mix des deux, mais je pense un peu plus qu'on est quand même fort sur 1500.
Aussi Mathieu Baudet qui s'est qualifié sur 1500 côté élite. Donc, quand même de plus en plus, mais on n'a personne sur marathon, personne sur demi-marathon. Donc, Est-ce encore que une le fois, demi-marathon, c'est une distance qui est prise en compte là-dedans? oui, tu peux te qualifier sur demi-marathon. Ah Oui. oui, OK. Ouais, il y a OK. des standards élite demi-marathon. C'est pas une Ah, distance je savais pas. olympique, le demi-marathon, en effet, tu as Ouais, raison. c'est ça. Mais c'est une distance sur laquelle tu peux te qualifier. Mais personne ne s'est qualifié sur demi ou sur marathon. Sur demi, le standard est débile, pas mal. Mais quand même, je sais pas si Marc-Antoine Senneville aurait pu ou aurait passé proche. Mais de toute façon, même si tu faisais le standard cette année, ça ne te garantissait pas une place parmi l'élite. Il fallait non seulement battre le standard, mais aussi le battre par un temps suffisant. Dans le fond, il regardait ton score World Athletics par rapport au score World Athletics que tu devais battre selon ton âge. Puis là, il faisait la différence, puis il regardait combien de points ça donnait. Puis tu peux avoir des bonus de points aussi si tu faisais un top 8 ou un top 3 au championnat canadien. Et il fallait participer au championnat canadien. En fait, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'il fallait que tu participes à des courses très précises, puis qui avaient beaucoup lieu en Colombie-Britannique, là, si je Ben, ne il me trompe fallait pas, au participer courant au de championnat l'été, là. canadien qui avait lieu en Ouais. Colombie-Britannique. La seule course qui a pas, championnat canadien qui n'était pas là, il y avait les championnats canadiens de demi-marathon à Winnipeg À Winnipeg, oui, c'est vrai. qui sont faits dans la grosse chaleur. On se souviendra d'une course où est-ce que le marathon a été cancellé après 1 heure. Mais ben, bon, finalement, ouais, quand même un peu surpris, mais j'imagine, je Ça n'a sais que pas été suffisant ouais, pour mais Sandville. c'est ça, Sandville, je sais même plus s'il l'a fait cette course-là en fait. Oh, Les, hey, j'essayais d'y aller de mémoire. Je pensais qu'il l'avait fait. ouais, ça se Mais, peut. OK, ben là, tu piques ma curiosité, on va aller voir, là. Ouais, va donc vérifier si Marc-Antoine Sandville avait. Ouais, Je c'est pas sais ça. Il juste avait qu'il n'y fait avait genre pas. 1h09, puis ça, on s'était. Ah non, là, je suis peut-être en train de dire n'importe Ouais, quoi, va mais vérifier. continue, continue. Je sais juste s'il y était, il n'avait pas fait le top 3. Euh, Puis, bon, on se souvient, il y avait Cam Levins qui avait été la seule personne qui n'avait pas été affectée par la chaleur cette journée-là. Mais sinon, tous les autres temps étaient vraiment plus lents. Non, en fait, je pense qu'il Ah, y peut-être. était. Mais en tout cas, il devrait y avoir été s'il voulait se qualifier sur demi-marathon. Mais en même temps, je sais que le standard de demi-marathon est vraiment. C'est un des pires standards à essayer d'aller chercher. Il est vraiment difficile. Il est très relevé. Donc, ça ne me surprendrait pas non plus qu'il ait peut-être juste skippé. Ou peut-être qu'il n'était pas au courant. Ces règles-là sont complexes à savoir. Ça prend Ouais. plusieurs années avant de suivre. Là, puis ça suffit que tu arrêtes de suivre pendant 1 année, puis tu t'y perds. Donc, tu sais, c'est vraiment. C'est là que la job de coach devient importante aussi, de connaître toutes ces règles-là, de s'adapter quand elles changent quand elles changent d'une année à l'autre. Parce que cette année, c'était plutôt assez différent comparé aux années précédentes. Donc, peut-être aussi qu'il était juste pas au courant. Moi, je sais que la première fois, il y a 1 année, j'aurais dû être qualifié. J'avais fait le standard, c'était mon année un peu de grosse saison que j'étais sorti de nulle part. Que j'aurais eu le standard sur 10 000 mètres, mais je n'étais pas allé au championnat canadien parce que je savais même pas initialement que j'allais faire un temps rapide de même. Puis ça, mon coach avait pas prévu ça, donc ben, j'avais manqué le championnat canadien, donc je pouvais pas qualifier malheureusement. Donc, ouais, je sais pas si tu as retrouvé les résultats En du. fait, non, pas encore. Non, Ok, non, ben regarde, j'ai pas. je vais te laisser aller avec les résultats du UTMB on va Oui, mentionner brièvement vu qu'on très en a déjà un brièvement, petit peu parce parlé. que Mais ben oui, c'est ça. En fait, c'est la troisième émission de suite qu'on en parle, parce qu'on en a parlé naturellement avec Nico Dan qu'on a reçu, et puis avec Jean-Christophe Lefebvre qui était présent à l'UTHC 125 qui est terminé 11e. Donc, l'épisode va sortir très bientôt. Donc là, oui, je passe rapidement vraiment plus pour parler en termes de statistiques. Là, je suis en train de dire n'importe quoi.
Puis On finalement, va Marc-Antoine couper ça. Senneville il était présent. Il avait terminé quatrième, donc j'avais raison. Il n'était pas dans le top 3. Il Il avait avait fait terminé 1h09 quatrième. et 10, comme tu disais. Ouais, quatrième OK, en 1h09, OK. 10. Donc, il y était finalement. J'imagine il devait quand même s'être renseigné pour savoir qu'il fallait faire ça. OK. C'est ça. Donc, malheureusement, sa performance n'était pas super à cause de la chaleur. Donc, c'était plus difficile d'aller chercher des points là. Mais, ouais, je te laisse continuer avec OK. les résultats du OK. UTMB. Ben oui, en fait, tu me laisses continuer, puis j'étais en train de dire, on va couper ça, puis on va reprendre, mais bon, tu as fait une genre de une pause à ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de On dire n'a un peu rien n'importe entendu. quoi. Non, ben toi, tu n'as rien entendu parce que tu regardais d'autres choses puis tu ne m'écoutes pas dans ce temps-là, puis je le comprends très bien. Moi aussi, je fais pareil, je ne t'écoute pas quand je regarde d'autres choses. Non, en fait, oui, je vais parler de l'UTMB 2022, mais on en a déjà parlé avec Nico. Je suis en train de dire qu'on en avait parlé aussi avec Jean-Christophe Lefebvre, mais je me suis mélangé avec l'UTHC. Bref, je viens de m'expliquer. Donc, l'UTMB 2022, rapidement, je vais parler plus en termes de stats et de classement, juste de l'événement principal, là, qui est de l'UTMB. Donc, comme on sait, c'est Kylian Jornet qui l'a remporté en 19h49, 30 secondes, suivi de Mathieu Blanchard en 19h54, 50 secondes, donc 5 minutes 20 secondes après. Thomas Evans qui a terminé troisième, lui, il est de la Grande-Bretagne. Kylian Espagne. Donc, Thomas Evans en 20h34, 35. Puis, je vais nommer Jim Walmsley parce qu'il a mené, comme on en a parlé, une bonne partie de la course, qui a terminé en 21h 12 minutes 12 secondes. Donc, pour Kylian, c'était sa quatrième victoire quand même à l'UTMB. C'est à égalité avec François Daen, qui était absent cette année. On en a parlé avec Nico. Pour Kylian, c'était sa première victoire à l'UTMB depuis 2011, donc depuis 11 ans. Ses deux autres victoires étaient en 2008 puis 2009. Puis juste avant le départ, en fait, le matin même du départ de la course, qui était un vendredi, il a testé positif à la COVID, mais il se sentait bien. Il n'y avait pas de symptômes, puis les médecins ils ont donné le feu vert pour le faire. Puis une chance, hein, rendu là, on sait très bien que c'est Kylian qui a tiré Mathieu, puis après ça, Mathieu qui a tiré Kylian, puis ça a fait que les deux ont fait en bas de 20 heures. Là. Fait Mais, une chance que les médecins mais l'ont laissé aller, ouais. t'es pas obligé de t'isoler quand t'es positif à COVID? Ben, je sais pas, c'est à l'extérieur, ils sont pas dans le même 2 mètres. Écoute, je C'est sais pas, quoi? rendu là, c'est quoi les règles maintenant, là? C'est une bonne question, François. Je C'est serais une bonne curieux de voir question. c'était quoi les règles. Dans le fond, c'est en Suisse ou en France, dans le fond, le départ de la course? Je pense que, ben, si je me trompe pas, c'est Chamonix, fait que c'est en En France. France, je serais curieux. En plus, en France, ils sont quand même stricts, ces règlements. Puis sur le départ, ils sont très collés aussi. Mais il y avait son masque. Dans le fond, Oui, non, mais c'était à l'arrivée, ouais. non, je sais, je me souviens Lui, il a d'avoir, mis son justement, masque. t'avais du monde qui chialait. Il y a un masque, qu'est-ce qu'il fait? La COVID, c'est fini, nanana. Mais, Ouais. crime, s'il était positif à COVID, C'est ce t'sais, que j'ai lu, ouais. moi j'avais compris qu'il y avait euh, eu la COVID avant, mais que là, il était en train de récupérer ou quoi, mais qu'il filait pas. Il avait pas Ouais. filé bien, mais que là, il avait fini son 5 jours ou whatever. Ah ben, ok. Non, je pense qu'il était direct dedans, là. En tout cas, je pense pas dire n'importe quoi, là. Mais comment tu Vous pourrais, tu peux écrivez-nous si je me trompe, là, courir, mais ouais. comment tu peux, en tout cas, faudrait on se renseignera à regarder c'est quoi je ferai ça tantôt quand tu vas continuer avec les résultats, mais je Ouais. comprends pas cette affaire-là de, tu sais, je comprends, ça serait vraiment chiant qu'ils puissent pas prendre le départ, mais si t'es positif à la COVID, en tout cas, il me semble les règles, c'est les règles à un moment donné, tu sais, t'as beau faire partie d'une compétition puis être un big shot, il me semble que si t'as la COVID, la règle c'est tu t'isoles puis that's it. En tout cas, je vais regarder ça, je vais regarder c'est quoi les règles en France, Ouais. continue. Ouais, puis l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est si tu as la COVID puis que tu fais une performance comme ça aurait été quoi si tu l'avais pas eu? Je veux dire, ou sinon, ça a eu zéro impact sur lui, là. Comme si de rien n'était. Je sais pas. Donc, c'est Si, ça, fait regarde, si le test est positif, ok, l'isolement est de 10 jours. Je comprends Ben, pas. OK. Ben, d'abord, l'autre chose qu'il faut que tu vérifies, là, c'est peut-être moi qui s'est trompé. Parce que moi, je l'ai écouté live, là.
l'UTMB, puis il me semble qu'il disait qu'il avait testé le matin même positif. Mais là, peut-être que je me trompe, puis c'était comme, il s'est fait tester au positif la semaine d'avant. Mais, Ok, je vais il me vérifier, je vais semble, double-check ça, ouais, mais... ouais, parce que peut-être c'est moi qui se trompe aussi, là. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'on mentionnait là, bon, que les deux ont cassé Ok, le 20 heures. excusez, je veux juste Oui, spécifier. ouais, vas-y. L'isolement de 10 jours, ça c'est si la personne est non vaccinée ou Symptomatique? un Ouais. schéma vaccinel incomplet. Fait que j'imagine que c'est de ne pas avoir OK. toutes tes doses. Ben, pour les personnes positives ayant un schéma vaccinel complet et à jour, l'isolement est d'une durée de 7 jours pleins à compter de la date du début des signes ou de la date du prélèvement du test positif. Ouais. Ok, je vais vérifier. OK. Ouais. Ou peut-être Euh, qu'il avait pogné la COVID, il a été positif. Là, il avait eu les symptômes puis tout. Après ça, il commence à mieux filer. Puis là, il est peut-être 8 jours plus tard, mais il est toujours positif. Peut-être que ouais, ça c'est serait ça. Ils ça. font un test. Oui, peut-être. Ok, Puis je là, vais ils font vérifier. un test pareil le vendredi matin, Ouais. mais ça fait 8 jours qu'il l'a. Oui, peut-être. Ok, je vais regarder. Continue. Cool. Donc, le précédent record, il était de Paul Capel. C'était en 2019. Il avait fait un 20h19. Donc là, Kylian a fait 19h49. Il l'a abaissé d'une trentaine de minutes. Euh, Si vous voulez d'autres nouvelles de l'UTMB, ben, allez écouter l'épisode avec Nico Dan. Par contre, oui, je vais nommer aussi côté féminin, par contre, Cathy Scheid, l'américaine, qui a remporté en 23h15, 12 secondes, suivie de Marianne en 24h31, 22. Suivi de Caitlin Gerbin en 25h07, 44. Donc, c'est ça, Marianne qui a terminé qui a couru les 40 derniers kilomètres avec une blessure sérieuse. Là, on a appris que c'était une déchirure du psoas. Mais elle avait quand même encore quasiment 40 minutes d'avance là, sur la troisième. Puis comme Nico il disait, là, il aurait fallu que quelqu'un l'avise là, pour dire, regarde, vas-y, relax, surtout dans la dernière descente, là, quand tu descends vers l'arrivée. Elle essayait d'aller vite, elle regardait derrière elle souvent. Là, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu l'aviser, dire, regarde, prends ça, relax, puis tu vas finir deuxième pareil. Donc, c'est ça. Performance extraordinaire. Sérieusement, là, de nos deux Québécois, là, c'est vraiment, vraiment hot. Je le répète encore, là, mais le Super Bowl de la trail là, mondiale, c'est hot. Le 7-8 septembre, il y avait la Diamond League qui avait lieu à Zurich. Je vais juste mentionner ce qui s'est passé en finale. Donc, on a Marco Arop qui a été chercher la médaille d'argent aux 800 mètres avec 1 minute 43-38 centièmes, qui est un record de saison pour lui. Aaron Brown qui est allé chercher une médaille d'argent et une médaille de bronze. Donc, la bronze aux 100 mètres en 10 secondes 06 et l'argent aux 200 mètres en 20 secondes 02. C'est deux season best pour Aaron Brown. Et puis, André Degrasse qui a participé aussi à la finale du 100 mètres, qui a terminé 8e en 10-21. Puis, il a terminé 6e de la finale du 200 mètres en 20 secondes 43 centièmes. Bon, puis pour revenir, là, selon ce que j'ai Oui. lu, je lis le transcript d'une entrevue avec Iron Farr. Il dit le lundi, il a testé positif à la COVID. Sa femme ou whatever, ils avaient la COVID aussi. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Après ça, c'était quoi? C'était vendredi la course, dans le fond? Vendredi. Le départ, c'était le vendredi. Ouais. C'est 4 jours plus 4, tard ou 5 5 jours plus jours, tard. c'est Ouais. pas 7. En tout cas, laissez-nous savoir ce que vous en pensez, mais si quelqu'un a trouvé, Ou un de si nos vous avez du auditeurs, détail plus précis, ouais, ouais, c'est ça. si un de Ouais. nos auditeurs a une explication qui expliquerait pourquoi il a pu prendre le départ à la course, mais euh, il me semble que les règles, c'est les règles. Peu importe, tu restes un citoyen, tu restes une personne qui visite la France, tu dois te plier quand même aux règles. Puis là-bas, c'est 7 jours. En tout cas, un bon petit débat. Je te laisse continuer.
Oui, je vais poursuivre. Le 10 septembre, il y avait les championnats canadiens à Moncton sur 5 km. Je vais y aller avec le top 5. Donc, Julianne Staley, qui a terminé, qui a remporté, dans le fond, le 5 km côté femmes en 15,55, suivi de Erin Teshok en 16,06. Cléo Boyd en 16-12, Regan Yee en 16-28 et Sacha Golish en 16-45. On avait une Québécoise sur cette course-là, c'est Sabrina Saint-Gelais qui a terminé en 10e position avec un 17-48. Sabrina, que son PB sur 5 kilos, c'est 16-48 qu'elle avait fait à Montréal en 2019. Étais-tu présent à cette course-là en 2019? Oui. Te rappelles-tu? Ouais. Ouais, ben au marathon, fait que j'étais pas là la même journée parce que le 5 et le 10 sont le samedi. OK. Côté des hommes, Ben Flanagan, pardon, qui l'a remporté en 13,38, suivi de John Gay en 13,58, quand Belle même 20 secondes domination. d'avance. Ouais, 20 secondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup Ouais. sur un 5 kilos. Troisième position, Andrew Alexander en 14,06, Lucas Bruchet 14,08 et Mitchell Eubin en 14,09. Ouais. Au Québécois, on avait Mohamed Agab, 12e position en 14,39, ce qui est un PB pour lui. Ouais. Puis Moncton, c'est au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis c'est ça, il est retourné dans le fond. Il change d'endroit. Des fois, il est à Montréal, des fois, il est au Nouveau-Brunswick. Mais je pense qu'il y a une résidence, ou du moins, il reste souvent au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est retourné. En même temps, ça donnait bien pour lui. Donc, 14,39. PB sur route, peut-être, mais aucunement son plein potentiel. C'est un gars qui a fait, je pense, récemment, il a couru un demi-marathon en 1,5 et quelques. Donc, ouais, donc il est capable de plus. Peut-être que les conditions n'étaient pas super cette journée-là, j'imagine, ou que c'était juste pas sa course. Là. Mais, ouais. Donc, Good. Ouais, fait que ça, c'était le samedi 10 septembre. Là, le dimanche 11 septembre, il y avait plusieurs événements. Oui. On va parler du 30 kilos des rives de Boucherville, parce que dans le fond, il y avait des bourses, puis il y avait des bourses, pas sur toutes les distances, là, puis il y avait des bourses pour les records. Donc, on y va pour les 3 premières positions. Ouais, je vais y aller très vite, là. On va survoler ça. Okay. Bianca Prémont, qui l'a remporté le 30K en 2 heures et 36 secondes. Maud Raymond en 2h03,47. Et Catherine Paul, troisième en 2h04,23. Maxime Lopez l'a emporté. Il faisait un entraînement, lui. Donc, il l'a emporté en 1,42,07, mais il ne poussait pas au maximum. Bagdad Rachem, deuxième, 1,44,44. Et Samuel Saint-Antoine, troisième, 1,47,43. Sur 15 kilos, Alexandra Lachance, 1,0033. Nadine Cousineau, 1h06,08. Et troisième, Isabelle Erard, 1,6,18. Pour les hommes, Patrick Lehoux-Gagnon, lui aussi qui le faisait en entraînement, si je ne me trompe pas, 51,37. Martin Bélanger, deuxième, 58,16. Louis Fortier, 1 heure et 59 secondes. Et finalement, en fait, pas finalement, il reste le 10 et le 5. Sur 10 km, Emeraude Brisebois, 41,55. Rebecca McCauley, deuxième, 44,02. Jacoban Bergdol, 44,13. Sur 10 km masculin, quand même, un temps assez rapide. Meini Ahmed, qui est allé chercher le record de parcours, un coureur qui a récemment rejoint le club de Doris. Ça fait plusieurs fois qu'on le nomme à l'émission des records. Il est allé en chercher quelques-uns là, cet été, il me semble. Oui, 30-31. Il avait remporté le demi-marathon de Longueuil. Ça, c'était au mois de mai, mais je sais qu'on l'a renommé aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est ça. Il ramasse des belles premières positions. Mais c'est ça. Il est très fort. C'est pas un scoop ou exclusivité monde de la course, mais il a déjà été pris pour doping dans le passé. Il a servi sa sentence. Mais c'est une information qui est publique que vous pouvez retrouver sur World Athletics. Donc, à voir s'il a appris la leçon. Donc, on espère qu'il est clean maintenant.
Mais ouais, j'avais entendu ça, je me souviens plus de qui, mais plusieurs personnes me l'avaient confirmé. Puis c'est un truc qui est vérifiable sur Internet. Donc en espérant que maintenant il court propre. Deuxième, donc lui, il a fait 30-31, record de parcours. Marco Dosier, deuxième, 32-14. Et Félix Côté, troisième, 32-51. Sur 5 km, Geneviève Churtlev, 22-41. Deuxième, Olivia Roaz, 25-27. Lynn Bouchard, 25-34. Masculin, Théodore Van Gaillère, qui a fait un record de parcours, 15-38. Un jeune, il a quel âge, Théodore? Très jeune. Ben, je crois qu'il n'a pas 18 ans. Ouais, il est en bas de 18 ans, ça je suis pas Je mal suis pas sûr. certain, là, Donc, ouais. quand même très bon. Francis Junot, 16-29 et Alvaro Cueto, 16-48. Donc, félicitations à tous les coureurs et coureuses. Ouais. Je te laisse continuer avec le New York Fifth Avenue Mile, une course de 1 Oui. 1000 sur route. 1 000 sur route qui avait lieu aussi le 11 septembre, qui a été remporté par Jake Whiteman de la Grande-Bretagne en 3,49 6 dixièmes. Ouais. Suivi de Jake Hayward, aussi de la Grande-Bretagne, en 3,49 9 dixièmes. Et Sam Prackle des États-Unis en 3,54. 350.4. Ouais, 3,50.4. William Paulson, qui a terminé quatrième en 3,51,00. Son ancien PB sur la distance, c'était 3,52,42 centièmes. Mais là, on comprend que c'est une... Ouais, est-ce que c'était bien sur 1000 sur mile de piste ou de C'était en piste, oui. Son PB, je crois bien que c'était sur piste. Oui, fait que son PB tient. Son PB tient parce que tu peux pas. Non, tu peux pas mélanger piste et route. Tu vas avoir un PB piste et un PB route. Oui. OK, mais moi, par contre, je me fie à World Athletic. Puis World Athletic, ça ne l'indique pas si c'est outdoor piste ou outdoor route. Puis là, ils ont indiqué 3,51? Là, il a fait 3,51 sur sa course. Puis son PB sur World Athletic, c'est 3,52,42. Ben c'est ça. Ça va pas compter comme un PB parce que c'est sur route. OK. Et je pense que World Athletics fait juste pas mettre les miles sur route parce que ils ne mettront pas le mile sur route. Si vous avez jamais entendu parler de miles sur route, c'est normal, c'est parce qu'il y en a à peu près pas. On a eu un au Québec, c'était Alvaro Cueto qui avait organisé ça. Ouais, le 200 000 à l'heure. Mais c'est ultra rare parce que, ben, en général, la plupart des gens, ça les intéresse pas. Ils veulent faire au moins un 5 ou un 10 kilos. Donc, c'est ça. Mais selon moi, c'est plus facile d'aller faire un bon temps sur un mile route que piste parce que tu n'as aucun tournant. Ben, si tu décides de rendre ton parcours droit, tu n'as aucun tournant. C'est fait en ligne droite. Ouais, tu peux avoir un vent d'eau tout le long si tu places bien ça. Donc, c'est vraiment tourner à haute vitesse, c'est pas facile. Donc, non, tu es déporté vers l'extérieur, ça te demande de l'effort supplémentaire pour te garder dans ton corridor. Puis, c'est ça. Donc, nuance à dire que c'est un nouveau PB, je pense pas que ça compte comme un nouveau PB. Ben, c'est merci. un PB sûrement de 1000 de route. J'imagine qu'il n'y en a jamais fait avant ou qu'il y en avait peu fait. Parce que c'est ultra niché comme événement. Oui, puis clairement, sur World Athletic, il ne distingue pas, mais en même temps, s'il n'y en a jamais de ces événements-là, ben, il n'y a pas de distinction à faire. C'est ça. Puis Charles Philibert, qui avait participé à cette course-là aussi, a terminé 18e en 3,57. Pour référence, lui, son PB sur la distance, là, sur piste, était 3,52,97. Le 11 septembre aussi, il y a avait ton événement. Oui, mon événement, c'est moi qui organise ça. Non, en fait, non, c'est l'événement auquel j'ai participé. Un événement majeur, mais où tu peux participer. Oui, le 10 km Université Laval, qui était aussi les championnats provinciaux de 10 km. J'y étais présent pour essayer de voir où est-ce que je peux me placer dans la Coupe Québec vient courir. Je m'étais déjà inscrit, c'est sûr. Après avoir vu la liste de départ, peut-être je me serais pas inscrit étant donné que je voyais que mes chances étaient quasi nulles. Mais en même temps, j'allais pas canceller dernière minute. Non, ça, t'allais pas là juste pour finir dans le top 3. Là. Ben, idéalement, c'est plus le fun quand tu fais des bourses, là, mais puis c'est de concentrer, c'est pas une mauvaise chose de se concentrer sur l'entraînement marathon non plus. Mais bon, je m'étais inscrit quand même, puis je tiens parole quand je m'inscris à de quoi, à moins d'être blessé ou vraiment que
il y a une offre vraiment plus alléchante. Mais bon, je sais que c'est une belle course bien organisée de toute façon. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, Non, pourrait avoir ma course de ma vie. Mais c'est sûr, je regardais le start list, je me disais, ouais, ça va être tough de rentrer dans le top 5 parce que c'était vraiment. C'était toute une belle brochette d'athlètes, côté masculin, puis côté féminin aussi. Féminin et masculin, la plupart des gens, on savait déjà qui allait gagner. C'était probablement Thomas Fafard chez les gars, puis chez les filles, c'était assurément Elissa Legault. On va aller voir qui l'a emporté. On va commencer avec les hommes, on va changer. Souvent, on commence avec les femmes, puis on finit avec les hommes. On va faire l'inverse. Donc, chez les hommes, c'est Thomas Fafard qui l'a emporté en 30-37. Bon, chose à savoir, il faisait extrêmement chaud. C'était un départ à 10h30 du matin, mais c'était une journée ultra chaude. C'était dégueulasse. C'était humide. Quant à moi, il faut enlever 1 minute à 1 minute 30 aux performances. Donc, assurément que Fafard serait allé sous les 30 minutes si ce n'était pas de cette chaleur-là. C'est ça, puis bon, pour y aller chronologiquement, bon, je me suis mis sur la ligne de départ, je suis parti, et c'est parti vite quand même. Les gars sont partis très vite. Aussi, Caroline Pormerlo, je me souviens, au début, était devant moi. Elle s'était mise sur la première ligne, elle était partie, puis elle est partie vraiment vite, tellement vite qu'elle était devant moi pendant un petit bout. Pendant comme un tour de piste au complet. Là, après ça, je l'ai dépassé, mais j'étais comme, wow, ok. Elle aime ça partir vite, mais je comprends tout à fait. Moi aussi, d'habitude, j'aime ça partir vite, mais là, ça partait quand même pas mal vite. Puis c'est ça, le premier kilomètre, je pense que c'était autour de 2,55, 2,50, quelque chose du genre, mais par cette chaleur-ci, là, oublie ça, là, je savais que c'était pas mon pace à moi. Puis probablement pas le pace de la plupart des gars. Mais la plupart, il y en a une bonne gang qui sont allés avec Thomas Fafard. Puis c'est ça, je ne m'étais pas posé la question, ça allait être quoi la stratégie de Thomas? Est-ce qu'il allait essayer de le faire vite ou d'y aller stratégique? Souvent, il va plus stratégique, mais j'ai réalisé après la course, c'est sûr qu'il allait essayer d'aller vite parce qu'il fallait qu'il fasse un temps assez rapide pour battre Marc-Antoine Senneville au classement de la Coupe Québec vient courir. Parce que Fafard, il avait juste fait le 5 km. Il avait fait un bon temps, il l'avait emporté. Donc ça lui donnait beaucoup de points. Mais Marc-Antoine Senneville avait remporté le 15 km des Pichoux et le demi-marathon de Lévis avec des bonnes performances. Puis c'est ça l'affaire. S'il était allé moins fort au demi-marathon de Lévis, puis il menait par beaucoup, il aurait pu relaxer un peu plus, là, Marc-Antoine. Mais il a décidé de pousser à fond. Puis si c'était pas de ça, il y aurait moins de pression. Il y aurait eu moins de pression sur Thomas Fafard. Mais là, il y avait des bonnes performances. Il fallait que Thomas Fafard aille chercher des bons temps quand même pour pouvoir l'emporter au classement. Oui, puis il faut aussi dire que Thomas, c'était seulement sa deuxième course sur les 4. Oui, exact. S'il n'avait déjà fait une deuxième, puis celle-là avait été sa troisième, il aurait pu avoir une marge de manœuvre là, quand même. Ouais, mais bon, lui, il fait plus du court, souvent, plus du 5, du 10. En même temps, on sait qu'il va faire le demi-marathon de Toronto, donc ça va être intéressant à voir qu'est-ce qu'il pourra faire. Oh yeah. Okay. Oui, mais bref, finalement, je pense que j'ai réalisé pendant la course, j'ai fait, ben oui, c'est sûr qu'il va aller vite. Je ne sais plus si c'est pendant la course ou après, mais ben c'est sûr qu'il va aller vite parce que s'il veut aller chercher le 500$ de plus en remportant la Coupe Québec, qui aurait dû faire normalement si c'était pas de la chaleur. Mais on va voir. Oh, oui, absolument. C'est ça, moi j'ai jamais été dans le game, j'ai couru pas mal avec Jean-René Caron. On s'est quand même poussé un petit peu pendant 3-4 kilos. Après ça, je me suis défait de lui. Puis j'ai été tout seul pendant le reste de la course. J'ai vu plusieurs coureurs qui sont fait rattraper par la chaleur. Pierre-Loup Biron, Ben Raymond. Chez Pierre-Loup, je lui ai parlé après. On était montés ensemble, puis on restait à l'hôtel ensemble. Puis il m'a raconté, ouais, ça a fessé à la mi-course. C'était vraiment rough, la chaleur. Il a essayé de rattraper Ben Raymond, mais Ben Raymond a su avoir quand même le dernier mot. Mais c'est sûr, je regarde Ben Raymond, il était parti, il voulait se battre là, pour le top 5 au moins, peut-être même le top 3. Puis il aurait potentiellement pu.
mais vraiment la chaleur l'a rattrapé. Et donc, classement, Thomas Fafard, deuxième, Jean-Samuel Lapointe qui m'a vraiment impressionné. En même temps, je ne suis pas si surpris. Je le savais qu'il était quand même fort. Quand il m'a battu aux 5 km clinique du coureur, il avait été vraiment fort. Il avait couru une bonne partie quand même solo. Je voyais qu'il était quand même en bonne forme. Puis là, il a vraiment confirmé ça. Son 30-46.8, quant à moi, c'est un sub 30 par une journée avec des conditions qui ont de l'allure. Donc, je sais même plus si je pourrais aller avec lui au marathon de Toronto. Mais je pense qu'il est en meilleure shape que moi de loin. On verra. Peut-être que j'essaierai de m'accrocher puis hold on to dear life. Je verrai aussi c'est quoi son objectif. Peut-être qu'il vise en bas de 2,20 à Toronto. On aura l'occasion de lui jaser. On va le recevoir la semaine prochaine. Donc, on est très content. On aura beaucoup de questions à lui poser. Mais vraiment, Jean-Samuel Lapointe, le frère de Félix-Antoine Lapointe, l'entraîneur-chef du Québec, qui il a toujours été là. Mais là, vraiment, j'ai l'impression, la sagesse, et peut-être la sagesse aussi, il n'est pas parti avec le lead complètement. Il était dans le groupe de chasse. Puis finalement, il a rattrapé, il a réussi à aller rattraper Nicolas Morin, qui lui était vraiment en train de se battre avec Fafard. Mais vraiment, un mix de sagesse puis juste d'entraînement. Il continue à s'entraîner. En tout cas, on verra avec lui, mais vraiment, selon moi, c'était la performance du week-end, Jean-Sam Lapointe. Nicolas Morin qui a fini troisième en 31,04. Lui aussi, je pense que c'était probablement un sub 30 si c'était une belle journée. Donc, c'est triste. C'est triste qu'il n'ait pas pu le voir, qu'est-ce qu'il aurait pu faire si les conditions étaient meilleures. Patrice Lamontée, Oui, quatrième. Nicolas, je regarde le classement total. Nicolas, il n'est pas dans le classement total, donc il a fait une seule course dans le fond de la coupe. Oui, Nicolas Morin. ouais. Ouais. Comme Ben aussi. Ben Raymond, je ne le vois pas non plus dans le classement total. Donc, Dans le classement cumulatif. Patrice Labonté, quatrième en 31,17. Marc-Antoine Senneville, cinquième en 31,34. Je lui ai parlé après la course, puis il me disait ouais, je sais pas si Fafard l'aura à cause de la chaleur. Puis on aura l'occasion de le voir. Mais il a été chanceux quand même qu'il fasse chaud, Marc-Antoine, je dirais. Vincent Ouamé, sixième en 31,46. Benjamin Raymond, septième, 32,05. Pierre-Loup Béraud, 32,09. Il s'est quand même fait avoir au kick par Benjamin Raymond qui a dit non, non, tu vas pas aller me chercher cette place-là. J'ai droppé de beaucoup de places, mais je vais pas dropper d'une de plus. J'ai fini 9e en 32,25. Et finalement, Simon Boudreau, 32,52 pour le top 10. On va maintenant regarder chez les femmes. Je sais que Marc-Antoine Senneville était un petit peu, il était un petit peu déçu de sa performance. Mais bon, au final, j'imagine qu'il était quand même content de pouvoir remporter la Coupe Québec. Mais c'est ça, j'imagine qu'il voulait essayer de rivaliser lui aussi. C'était un peu un wild card. On sait que sur 15 kilos puis demi-marathon, s'il avait été contre ces gars-là, il aurait eu des très bonnes chances. Sur 10 kilos, c'était difficile à voir. Sur 5 kilos, pas mal sûr que les autres le battent. Il y a moins de vitesse, puis c'est un gars d'endurance. Sur 10, c'est un entre-deux. Mais bon, finalement, peut-être que ça manquait un petit peu de distance. Peut-être aussi qu'il n'est pas super bon avec la chaleur, je ne sais pas, il faudrait voir avec lui. On voit que ça ne l'avait pas aidé. Il avait fait 4 minutes plus lent à Winnipeg, mais en même temps, c'était de la chaleur extrême là-bas aussi. Donc, à suivre. Ilse Legault l'a emporté avec une bonne aisance, 34-40.5. Elisa Morin, qui a terminé deuxième en 35-17. Caroline Pomerleau, troisième, 36 minutes pile. Elisa Morin, qui finalement est de retour de sa blessure, puis finalement, elle est quand même en bonne forme. Elle a réussi à aller chercher une deuxième place à sa première course rapide, si on veut, sur le circuit Coupe Québec vient courir. Elle avait pris part aux 5 km, si je ne me trompe pas, mais elle avait vraiment comme quasiment joggé. Là. Elle n'avait vraiment pas poussé. C'est pour ça qu'on la voit au classement cumulatif, mais que même si elle a terminé deuxième dans cette course, elle est quand même loin parce que sa seule autre performance, elle n'essayait pas vraiment. Quatrième, Julie Lajeunesse, 36,09, qui a au-dessus de 40 ans, donc une maître qui réussit quand même, une vétérane qui réussit à aller chercher la quatrième position dans un bon peloton quand même. Donc, chapeau. Anne-Laure Ménard, cinquième, 37,20.
En sixième position, Elodie Decoen, 37,45. Alex Castonguay, septième en 37,53. Chloé Florent-Grégoire, huitième en 38,01. Jeanne Mercier, neuvième en 38,16. Et finalement, Isabelle Morin, la sœur de Nicolas Morin, en 38,24. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne au classement Yes. cumulatif, tout ça. Je vais juste aller retrouver, il est où mon petit classement cumulatif? Le voilà. Donc, au final, chez les femmes, Caroline Pomerleau qui l'emporte grâce, pas à sa performance au 5 ou au 10, mais bien sur demi-marathon, 850 points, et sur 15 Elle a terminé km. première. Ouais, elle avait eu 50 points bonus pour arriver première. Donc 800 plus 50 points. Et au 15 km, 808 plus 30. Je pense que ça va être un pattern quand même. Le 21 km et le 15 km ont été quand même payants. Le 15 km parce que c'est un gros net downhill, une pente descendante nette, quand même assez rapide malgré les conditions de merde qu'on a eues cette année-là. Et c'est ça. Puis le 21 km aussi, le demi-marathon de Lévis. Donc, ensuite, Julie Lajeunesse qui termine deuxième grâce à sa performance au 10 km, 36-10, donc 773 points. Et au demi-marathon de Lévis, encore une fois, aucun point bonus, 764 points, pas de point bonus de position, mais deux performances solides qui lui permettent d'avoir la deuxième position. En troisième, Anne-Laure Ménard. Elle a fait seulement le 5 et le 10, comme Thomas Fafard. 771 points au 5 et 738 au 10. Karine Lefebvre, quatrième, grâce au demi et au 5. Donc, 747 points au demi et 734 points au 5. Chloé Florent-Grégoire en cinquième position, grâce au demi et au 10, 760 points et 719 points. Puis on a Elisa Morin qui réussit quand même à finir sixième, malgré que son 5 km c'était vraiment 19,32. Elle était à plus de 2 minutes 30, même probablement 3 minutes de son record personnel quasiment. Donc elle avait eu juste 638 points pour ça, mais elle est allée chercher 799 plus 30 pour sa deuxième position pour 829 points au 10 km, ce qui donne une moyenne de 733,5. Et c'est ça. On a quand même Isabelle Morin, 7e, pas loin derrière, 732,5. Donc, à noter qu'Elissa Legault n'est pas là, qu'elle a couru une seule course, je suppose, des 4. Ouais, elle a juste couru parce qu'elle n'est pas dans le classement cumulatif. Ouais. Sinon, si on va du côté masculin, Marc-Antoine Senneville l'a emporté par seulement, même pas 10 points, 9,5 points, 848 de moyenne. Il avait fait 850 au 15 km, 800 plus 50 points pour la première position. Et au demi, il avait fait 796 plus 50 points pour sa première position, donc 846. Thomas Fafard, il avait fait beaucoup de points au 5 km avec son 14-15, 811 plus 50 points, donc 861 points, mais c'est le 10 km qui l'a vraiment pénalisé. 30-38, c'était pas suffisant. Même malgré les 50 points que ça donnait, 766 plus 50, 816. Donc c'est ça vraiment qui fait abaisser sa moyenne à 838,5. Donc la chaleur... 9,5 points Marc-Antoine. La chaleur, c'est 100% ce qui a décidé cette coupe, du moins en cette dernière journée. Évidemment, il fallait que Marc-Antoine fasse des bonnes performances et tout ça, mais le seul facteur le dimanche qui a décidé qui l'emporterait, c'était vraiment la chaleur. Puis au final, c'est une petite... ça représente un peu ce que c'est la course. Il y a des choses qui sont vraiment hors de notre contrôle des fois. Tu peux tout faire ce qui est nécessaire. Puis si cette journée-là, ça marche pas, ben ça marche pas. C'est sûr s'il n'avait pas fait chaud de même, sûr à 100%, Thomas Fafard, il serait allé chercher minimum, gros minimum 30 secondes plus vite. Minimum. Moi, j'étais à peu près sûr qu'il aurait été sub 30, puis peut-être très proche de 29-30, peut-être même 29-15, si c'était pas de la chaleur. Puis il aurait fait plus de points. Donc, deuxième position, mais
je suis quand même content de voir, tu sais, Marc-Antoine Senneville qui est vraiment un grinder, tu sais, il pousse, il s'est poussé fort pour remporter le 15 puis le 21, alors qu'il avait aucune idée que ça serait utile à la fin de vraiment se pousser autant à fond, surtout pour le demi-marathon, qu'il était complètement tout seul, là. Il s'est juste poussé jusqu'à la fin, puis au final, c'est ça qui a fait la différence aussi. Si c'était pas autant poussé, Thomas Ford aurait pu l'emporter malgré la chaleur, parce qu'il y a juste 9,5 points de différence. Donc, chapeau à Marc-Antoine Senneville, chapeau aussi à Thomas Fafard qui a quand même fait des fortes performances. Mais c'était intéressant cette lutte pour la première position. Jean-Samuel Lapointe avec sa grosse performance qui vient chercher la troisième position. Donc une belle bourse de 200 $. En passant, c'était 500, 300, 200. C'était 500, 300, 200 à toutes les courses. Il y avait des bourses bonus, par exemple, aux 5 km, la clinique du coureur aussi. Mais pour le classement cumulatif aussi, c'est 500, 300, 200 les bourses. Donc, il vient se chercher un beau petit 200$ de plus, en plus du 300 qui s'est fait à la course avec sa deuxième position. Donc, sa meilleure performance, le 10 km, alors qu'il faisait extrêmement chaud. Donc, vraiment impressionnant. 759 plus 30 points. OK, évidemment, bon, c'est sa meilleure performance à cause des points bonus qu'il y a eu pour sa deuxième position. C'est sûr qu'il y avait, en termes de points, son 5 km donnait 781 points versus 759 pour son temps au 10. Mais avec les 30 points bonus, ça lui donne 789 versus 781 points pour une moyenne de 785. Je trouve ça intéressant, la comparaison que je vois ici. Tu sais, je regarde dans le classement total. Bon, Thomas Fafard, le 5 km qu'il a fait en 14,15, puis Jean-Sam, il avait fait le 5 km en 14,34. Ouais. Fait que 19 secondes plus lent que Fafard. Mais le 10 km, il l'a fait en 30,47, Fafard en 30,38. Fait que 9 secondes plus lent que Fafard. Fait que clairement, son 10 km il était très fort. Là. Oui. Oui, Ouais. vraiment fort. Puis il a vraiment bien géré. Je pense aussi probablement que Fafard, ben, il est un peu moins bien géré, mais en même temps, lui, il allait pour le temps, il essayait de faire son temps. Il savait qu'il allait probablement l'emporter de toute façon, mais son but, c'est d'essayer de faire le temps malgré la chaleur. Il n'a pas pu. J'imagine qu'il a dû ralentir un peu à cause justement de cette chaleur-là, puis se faire plus casser. Tandis que Jean-Samuel Lapointe a été plus stratégique. Il est allé avec le deuxième groupe. Il a conservé un peu plus son énergie, puis ça lui a permis de ne pas casser, puis de finir fort, puis d'aller rattraper Nicolas Morin. Donc, Intéressant. ouais, très cool de le voir à la troisième position. Et il le mérite vraiment. Patrice Labonté, quatrième. Donc, il avait fait 808 points au 15 km. 30 points pour sa deuxième position, plus 778 points. Donc, encore une fois, le 15 km qui était très payant. Puis au 10 km, 31-18, là, ça a été un peu moins payant, 739 points. Finalement, pour une moyenne de 773,5. Finalement, j'ai terminé dans le top 5 au moins. Donc, pas super. J'espérais peut-être essayer de rester dans le top 3, mais finalement, il y avait des coureurs qui ont fait des grosses performances, dont Jean-Samuel Lapointe puis Patrice Labonté. Ouais, que son 31-18, c'est quand même très fort selon moi. Patrice Labonté en passant. Selon moi, c'est un 30-18 s'il n'y a pas la chaleur, voire plus vite. Donc, pour relativiser, là. Sur 5 km, j'avais fait 773 points avec mon 14,39, donc quand même assez payant. Au 15 km, 731, un peu moins, j'avais pas eu une super bonne course, mais quand même, comparé par rapport à la mauvaise course que j'avais, c'est quand même pas pire de points. Mon 10 km, finalement, il m'a seulement donné 698 points, donc avec mon 32,26, donc bon, il comptait pas finalement. Donc pour une moyenne de 752 points. J'étais allé jusqu'à quoi? J'étais allé jusqu'au top 7 pour les femmes? Tu avais parlé d'Elisa Morin Ouais. qui avait terminé J'avais dit. sixième. Ouais, puis j'avais aussi mentionné. Isabelle Morin qui a terminé c'est ça. septième. On va aller jusqu'au top 7 pour les hommes aussi. Vincent Ouamé, 747,5. Lui aussi qui a eu une superbe course au 10 km selon moi. 31,47, selon moi, ça vaut 30 bas ou 30-30, quelque chose du genre. Donc, une assez bonne course pour lui, je pense. Faudrait voir. Peut-être qu'il s'est fait un peu avoir par la chaleur, mais
quand même, les gars étaient forts. Fait qu'au 15 km, il terminé troisième. C'est vrai, wow. Bon, il avait été très fort au 15 km aussi. Ça lui avait donné 754 plus 20 points, 774 points. Et au 10 km, 31,47 pour 721 points. Je pense que s'il avait fait le 5 km, il aurait probablement terminé devant moi parce que je pense que le 5 km était quand même assez payant. Euh, Ouais. Ensuite, Simon Boudreau en septième position. Encore une fois, le 5 km payant, 743 points avec un 15 flat, 15 minutes pile. Et au 15 km, il avait fait 48-44 pour 709 points. Donc une moyenne de 726. Ah oui, puis bon. Ah oui, ok. Je voyais Pierre-Loup Biron en 9e. C'est vrai, j'avais oublié qu'il avait fait le 5 km aussi, mais son 5 km, c'était vraiment en mode de jogging un petit peu. Un peu moins qu'Elisa Morin, mais quand même, il avait fait 15-34. Donc, quand même pas pire. Il Mais revenait d'une blessure, ça oui, c'était. exactement. Ça faisait comme 2-3 semaines qu'il était revenu d'une blessure. Donc, ouais. Mais il y a des noms, tu sais, je le mentionnais, là, Benjamin Raymond, Nicolas Morin n'est pas là, Jérémy Briand n'a couru juste une Ouais. course de la Coupe Québec. Mathis Beaulieu, il en a fait juste une aussi. Fait que Oui, c'est ça, des c'était des noms là, triathlètes qui allaient au 5 km de la cultureur pour le cash. Parce qu'il y avait des Ouais, bonnes bourses, t'avais comme 1000$ au premier. Là, donc, c'est ça. Mais tu sais, en plus du d'avoir fait une 500 Coupe Québec. deuxième, on ne Donc, sait pas. Il aurait peut-être pu aller chercher une autre oui, bourse mais pour je le pense que ça classement donne juste pas total. dans leur saison. Puis les triathlètes, Ouais, souvent, c'est ça. avec Je le pense que c'est plus triathlon. 5 kilos, 10 kilos, un petit peu moins, j'ai l'impression. Donc, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok. Bon, je te laisse continuer. Donc, félicitations à tous et à toutes. Je Yes. te laisse continuer avec l'UTHC brièvement. Yes, ben oui, l'UTHC, l'événement, mon premier événement trail officiel. Oui, Je vais même si tu me dis de faire ça brièvement, je vais quand même prendre le temps d'en parler oui, oui. pour mon événement, mais avant ça, par exemple, on va naturellement nommer les tops. Puis je vais y aller avec le top 3 pour les grosses distances, dans le fond, le 125, le 80 et le 65. OK, donc, puis encore une fois, il y a certains, on avait déjà parlé avec Nico, donc il va y avoir quelques répétitions. Donc, sur le 125, c'est Elliott Cardin qui l'a remporté en 14h43-24, suivi de Jacob Barry Arnasson en 16h28-03 et Gabriel Sansfaçon en 16h31 minutes 21 secondes. Côté femme, sur le 125 km, c'est Priscilla Forgy ou Forgy qui l'a remporté en 17h37-40, suivi de Mylène Sans Souci en 17h54-56 et Geneviève Asselin de Mers en troisième position en 18h33-28 secondes. Donc, ça, c'était pour le 125. Pour le 80, du côté des hommes, Francis Malenfant qui l'a remporté en 8h15-23, suivi de Xavier Legault en 8h28-51 et Jean-Christophe Smith en 8h31-30. Côté féminin, c'est Marilyn Nakache qui l'a remporté en 9h08-30, suivi de Dania Elil en 10h19 secondes et Ashley Torup en 10h08-33 secondes. 65 kilos. Côté homme, c'est Samuel Poher ou Poher, je ne sais pas Poher, trop Sam comment. Poher, oui, oui. Poher, C'est Sam Poher. un ancien coureur du Rouge et Or de Laval en cross-country, quand même assez OK. fort. Oui, oui. OK, OK. Oui, puis il Donc, faisait Sam plusieurs Poher courses qui. sur route aussi, là, mais ouais. OK. Qui a remporté le 65 kg en 5h59-07. Ça me paraît être rapide. Ben, c'est ça, il Pour est un fort. trail, Il est fort. c'est plus que 10 km/h. Suivi d'Olivier Collin en 6h31-45 et Anthony Larouche en troisième position en 6h45-20. Anthony qui continue, on l'avait aussi nommé sur me semble, un podium de trail il n'y a pas très longtemps. Moi, je pense que c'était ça, là. C'était ça pour l'UTHC? Ouais. Non, non, en tout cas, il me semble de souvenir, je l'avais nommé, ou peut-être j'avais dit qu'il s'en allait sur le trail puis il n'était pas sur un podium, mais il y avait eu un bon classement, il me semble, sur une autre course avant. Ça se peut. Ça se peut. Ouais, ouais.
Côté femmes, Laurence Laplante qui l'a remporté en 7h38-14, suivi de Joanie Bellan en 7h42-17 et Véronique Sanson en 8h02-24. Puis Euh, brièvement, il y avait sur le 28 kilos, là, juste mentionné brièvement, parce qu'on va pas mentionner toutes les distances, mais il y avait eu tout un duel entre Martin Dagenet et Christopher Lévesque-Savard, on l'avait brièvement mentionné. Christopher qui avait mené toute la course, qui a fini en 2:12:09.9, bon, 2:12:10, 2h12 et 10 minutes. 2h12 minutes et 10 secondes. Et finalement, c'était Martin Dagenet qui l'a rattrapé dans le dernier 500 mètres pour faire 2:11:56. J'avais vu, on avait mentionné ça là, brièvement. Là. Il y avait une vidéo de ça. Là, c'est crève-cœur, mais en même temps, c'est quand même le fun quand c'est serré à la fin d'une longue course de trail. Ouais. Il y avait un beau vidéo qui avait été fait, là. J'ai vu le montage là, il y a une journée ou deux. C'était par un très, très bon coureur. Là. C'est Rémi, mais bon, malheureusement, le nom de famille ne me revient pas. Là. Mais c'est ça, un très beau montage vidéo. Puis effectivement, le vidéo, il se termine avec ce duel-là à la fin où Martin rattrape Christopher. Et puis, non, c'est quelque chose. Là. Mais c'est rapide, tu sais, c'est rapide de faire ça en 2 heures et quelques parce que moi, je l'ai fait, le 28 kilos. Oui, ça t'a pris combien de temps? Bah, ça aussi, là, c'est sûr, on se retrouve à répéter un peu, mais je l'ai fait en 3h27. Moi, la seule base de comparaison que j'avais, dans le fond, c'était un entraînement que j'avais fait à Saint-Hilaire il y a 3 semaines à peu près. Là. Mon but, c'était de faire cette distance-là. Je me suis dit, tu sais, ça allait, mon entraînement tout au long de l'été entrait là, très, très bien été. Là. Fait que j'étais capable, j'étais prêt à faire un 28 km en montagne avec le dénivelé. Fait que je me suis dit, ben, je vais me tester à Saint-Hilaire. Là. C'est vraiment l'endroit où je vais pour mes entraînements. Donc, ça avait donné un 28 kilos 1100 mètres de dénivelé. En temps pas arrêté, ça donnait 3h55. Mais en temps arrêté, 3h35. Donc, fait que, 20 minutes de pause dans l'ensemble. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, à Charlevoix, j'ai aucune idée du terrain, j'ai aucune idée de la technicité du parcours. Fait que dans ma tête, je me suis dit, je vais faire aux alentours de 4 heures. Puis, fait qu'au départ, dans le fond, ils ont fait 3 vagues. Ils ont fait une première vague, les gens en bas de 3 heures. Ils ont fait une vague entre 3 heures et 4 heures. Puis la troisième vague, plus de 4 heures. Fait que moi, je suis parti dans la troisième vague. Puis, anyway, j'étais avec des gens que je connaissais qui allaient le faire naturellement à plus que 4 heures. Fait que je suis parti avec eux, mais en me disant qu'il y aurait des bonnes chances que je finisse en bas de ça. Mm-hmm. Donc, fait que c'est ça. Fait que, puis entre chaque vague, il y avait 10 minutes, dans le fond, de délai entre chaque départ. Fait que là, je pars dans la dernière vague, puis ça commence, dans le fond, c'est une montée, c'est une piste de ski. Fait que c'est 2 kilomètres de montée sur une piste de ski pour arriver en haut du mont Grand Fond. Dénivelé, je dirais, là, à peu près, peut-être 300 mètres de dénivelé, dans le fond, sur le 2 km. Là. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, on part, puis rapidement, les gens, ils se mettent à marcher. Tu sais, c'est la dernière vague, c'est des gens qui vont faire en haut de 4 heures. Ils ne veulent pas se brûler, puis, tu sais, ils marchent les montées. Mais moi, je cours, tu sais. Fait que là, j'aime ça courir les montées, puis on est au début de la course, tu sais. Fait que je cours, pas Tu vite, disais mais pas je ça cours. l'autre week-end pour les montées. Quand on est allé Comment au tu trou dis? du diable, là, tu disais ah non, les montées, je vais les marcher. Là. Ouais, mais je sais pas si tu te rappelles, mais c'est parce qu'on avait couru un 10 km la journée d'avant, que j'avais couru un peu plus des montées. Puis là, la deuxième journée de suite, que là, on s'en allait faire un 24 kilos, on visait peut-être même un 24 ou 28. Là, j'ai dit, OK, je vais y aller plus relax. Là, mais non, pour de vrai, les montées, j'aime beaucoup. Moi, c'est ça, dans le fond, j'aime courir les montées, puis les descentes, je suis pas rapide. Je suis pas à l'aise, puis je suis pas confortable. Puis, fait que. Fait que c'est ça, fait que je pars, puis là, je me mets à courir, puis là, je suis à gauche. Fait que là, je dépasse plein de monde, puis là, je me retrouve au-devant de la vague. Mais là, au-devant de la vague, tout le monde marche, là. Fait que sont un groupe de 5 marcheurs, puis là, je les rattrape, tu sais. Fait que là, j'arrête de courir, puis je me mets à marcher. Je veux dire, je suis bien trop gêné de les dépasser, puis qu'après ça, genre 30 secondes plus tard, je me Se retrouve à faire me sentir rattraper. obligé d'arrêter puis de marcher. OK. Je trouvais que ça faisait un peu. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais marcher, je vais me calmer. Tu sais, je veux pas. Anyway, il ne faut pas se brûler non plus au début. Fait que là, on marche. Puis là, à un moment donné, je dis,
Ça fait 1 ou 2 minutes qu'on marche. Puis là, je dis, écoutez, je suis le seul qui a le goût de courir. Puis, fait que là, Puis là, ils t'ont les dit autres, ils oui. rigolent. Non, non, mais, ouais, non, mais, tu sais, ils rigolent, là, c'était drôle, là, tu Ouais. sais, je lance ça de même. Fait que là, ils rient, puis ils disent rien, mais genre 30 secondes plus tard, il y a un gars qui se met à courir. Fait que là, j'ai, OK, ben, toi, tu y vas, moi, c'est sûr, je vais avec toi. Fait que là, on court ensemble. Là, un moment donné, je le dépasse. Là, je me retrouve au devant de ma vague, mais là, je rattrape l'autre vague d'avant, OK. qui était parti 10 minutes avant nous. Ok, il y Mais a là, du c'est monde les qui avait marches mal horaires. jugé, là. Oui, probablement Ouais. ça. Puis, tu sais, c'est du monde que, tu sais, quand tu pars avec une piste de ski à monter, là, c'est intense. Fait que, tu sais, je pense rapidement, tu marches, là, tu sais. Mhm. Fait que là, je commençais à rattraper. Puis là, j'alternais. J'alternais course, marche, course, marche. Fait que là, je rattrapais déjà la vague d'avant. Arrivé en haut de la piste, ben là, c'est là que je me suis dit, OK, ben c'est. Moi, j'avais regardé un peu le dénivelé avant, là, le graphique, puis tu sais, un gros bout était fait. Puis là, je dis, bon, ben, c'est là que je tranche. Écoute, là, c'était une descente, c'était une très, très longue descente, là, je pense, sur 6 ou 7 kilomètres. Là. Puis là, je dépassais du monde, j'en revenais pas. Là. C'était vraiment trippant. Mais en même temps, tu sais, je me disais, je suis en train de me brûler. Parce qu'on sait, les descentes, tu sais, musculairement, ça peut être difficile après un bout de temps. Et je me disais, je suis en train de me brûler, puis tout. Fait que, en tout cas, en moyenne, là, les 6-7 kilos suivants, je les ai faits aux alentours de 5,20, 5,30 là, de pace à peu près. Là. Ça allait vite. C'était très roulant. Là. Très, très, très roulant. Puis là, à peu près au 9e kilo, là, on rentre dans le bois pour environ 2 km. Puis là, c'est un single track. Fait que là, c'est là que ça devient plus technique. Single track, là, c'est très difficile de dépasser des gens. Tu ne peux pas déranger, tu ne veux pas avoir l'air du gars qui se prend pour un autre. Il y a du mental là-dedans. J'ai trouvé ça assez particulier. Là. Fait que c'est ça. Puis là, quand tu sors du bois, tu retombes sur une piste de VTT. D'ailleurs, quand on descend de Mont-Grand-Fond, là, le 7 km, c'est ça. Là. C'est une piste de VTT, un peu de chemin forestier. Tu n'es pas dans le bois du tout. Là. Fait que, c'est ça. Puis là, à partir du 9 au 11e kilo, un petit bout dans le bois. Après ça, du 11 au 13e, tu retombes sur une piste de VTT. Là, tu te rends au premier ravito que j'ai fait très, très vite. Là. Mon but, c'était pas, je voulais pas passer plus de temps là. J'avais pas besoin. Moi, tu sais, au niveau. Ah, ben, c'est ça. D'ailleurs, on en a parlé, là. Il faisait très chaud, là. Le soleil était tapant. Puis, moi, une course trail, je me disais, en montagne, t'es dans le bois, t'es à l'ombre. Moi, quand je m'entraîne à Saint-Hilaire, on est à l'ombre tout le temps. Mais là, à cette course-là, non. Majoritairement, OK. tu es sur les pistes de VTT, chemin forestier. Fait que tu es vraiment exposé au soleil beaucoup, mais ça ne m'a pas tant impacté. Il faut dire aussi que quand j'allais m'entraîner à Saint-Hilaire, je n'amenais pas d'eau. Fait que des fois, là, c'était au bout du 16 kg, 18 kg. Quand je retournais à l'auto, c'est là que je buvais. Fait que je m'étais habitué à ça quand même. Mais pour cette course-là, ah oui, c'est ça. Puis pour cette course-là, je n'avais pas amené de sac. Puis je te dirais que j'étais un des seuls qui n'avait pas de sac. J'ai pas vu personne d'autre avec pas de sac. Puis après ça, j'ai posé la question à un de mes chums qui était resté. Un de mes chums devait le courir, puis il l'a pas couru parce qu'il s'est cassé le pied cet été. Cédric Gobeil, je le salue en passant. Lui, il était resté tout le temps de notre départ jusqu'à notre arrivée. Puis il m'a dit qu'il a vu quelques personnes pas de sac. Mais c'est ça. Fait que beaucoup de gens ont leur Camelback. Tout ça, moi, j'avais juste 2 flasques de 250 millilitres chacun. Je les avais remplis au départ. Au premier ravito, j'ai rempli une d'eau, une d'électrolytes. Puis après ça, je suis reparti. Fait que c'était bien suffisant. D'ailleurs, en passant, moi, j'avais lu cette info-là juste la journée d'avant, qu'ils n'ont pas de gobelet. Fait que quand tu arrives dans un ravito, là, où c'est pas comme une course sur route où ils te donnent des verres, là. Fait que si tu arrives au ravito et tu n'as rien pour remplir, pour boire, là, ben, tu n'as rien à boire là, parce qu'il n'y a Ah pas ouais. de gobelet. Ouais. Fait que ça, je l'avais lu, puis je savais déjà que je voulais pas amener mon sac. Je me disais, c'est pas nécessaire là, que je me traîne Ouais. 1 litre ou 2 litres de liquide. Ouais. Mais au moins, j'avais mes flasques. Fait que OK. ça, au moins, j'étais prêt pour ça. Donc, c'est ça. Puis là, dans le fond, après le premier ravito, là, c'est la deuxième montagne à monter, la montagne noire. Celle-là est rough. Puis là, la fatigue commence à rentrer. Puis là aussi, il faut dire que les gens que je rattrapais, c'était du monde qui allait le faire dans mon range de temps. Tu sais, je rattrapais du monde qui allait le faire en 3 heures, entre 3h30 et 3h40. Fait que là, je dépassais quand même beaucoup moins.
Fait que c'est ça. Fait qu'on monte la montagne Noire. On est un peu moins au soleil, mais il y a quand même des bouts, encore de pistes de VTT, puis tout ça. Puis là, une fois que la montagne Noire est passée, ben là, encore une fois, ça devient roulant. Là, on tombe sur un chemin forestier, mais il est très à pic, là. Vraiment beaucoup à pic, beaucoup de pierres rondes, tout ça. Fait que là, tu peux pas vraiment courir vite. Puis en même temps, les jambes commencent vraiment à être fatiguées. Là, il reste 6-7 kilos. Puis là, c'est là, pour la première fois, j'ai regardé ma montre, savoir j'étais à combien, j'ai combien de temps de fête, puis combien je peux viser. Puis là, ben, en regardant, faisant le calcul, je me dis, ah ouais, si je maintiens 7,30 de pace, je peux finir en bas de 3h30. Fait que là, rendu là, les 6-7 derniers kilos, là, il me semble que c'était ça, là, j'essayais de viser en bas de 7,30, puis essayer de me gagner une petite marge de manœuvre au cas où qu'à la fin, ça devient plus difficile, ou au cas où qu'à un moment donné, il se met à avoir une montée que je m'attends pas, puis fait que c'est ça, poursuivi ça de même jusqu'à la fin, puis je dirais que, tu sais, à un moment donné, là, rendu là, les montées, moi, je les marchais systématiquement aussi, là, mais il faut dire que ça faisait longtemps qu'il y avait du monde que je dépassais, qu'eux autres, ils marchaient les montées aussi. Mais à la fin, c'est ça, je les marchais aussi. Mais sauf la toute dernière, quand tu arrives juste avant la ligne d'arrivée, tu arrives sur la piste de ski, puis là, ils te refont monter sa piste de ski, peut-être pendant un 100 mètres, 150 mètres. Fait que là, tu remontes pour après ça avoir une descente vers la ligne. Puis cette montée-là, ben là, tu as tout le monde qui t'applaudit puis qui crie. Là, tu dis, hey, c'est pas vrai, je vais marcher. Ah ouais. C'est pas vrai, je vais marcher cette montée-là. Fait que là, tu te défonces puis tu cours même très vite cette dernière montée-là. Puis c'est ça. Puis descendu à la ligne d'arrivée, 3h27, temps pas arrêté, naturellement. Là. Fait que pour moi, c'était vraiment inattendu. Là. Ça a donné 92e sur 450. Il y avait plus que 550 inscrits, mais 450 qui ont fait la course. Fait que Qui l'ont 92e complété. sur 450. Comment tu dis? Qui l'ont complété. Ouais. Ben, complété ou à tout le moins commencé au Ok. début, ou en tout cas qui était présent. Là. Puis 18 sur 67 dans ma catégorie d'âge. Puis, tu sais, après coup, là, j'étais fatigué, mais j'étais pas exténué, j'étais pas brisé, j'ai pas eu de courbature. Le lendemain matin, ben le lendemain, non, pas matin, le lendemain plus tard, j'ai fait un petit 8 kilos relax. Ça a super bien été. Fait que moi, c'est sûr, je me dis, puis j'ai tellement aimé ça, fait que c'est sûr, je me dis, ben l'année prochaine, je me lance dans plus gros. Hein. On en parlait avec Nico. Nico, il dit, Bon. c'est ça, il dit, c'est pas à cause que tu as fait un 28, il faut que tu fasses un 42. Ouais, moi, je vais faire Oh un 42 l'année non. prochaine. Ok. Ouais, je vais faire un 42 l'année prochaine. Je me suis inscrit au 42 du Mont Mégantic, qui va être le 11 juin. C'est 1900 de D+, quand même. Là, le 28K, c'était 1000. Fait que 42, 1900, là, je m'attends à quelque chose de plus costaud. Là. Ouais, un petit peu plus de pente dans celui-là. Un peu Oui, plus. Ouais. oui. Puis, tu sais, là, moi, ce que je dois retirer d'expérience, c'est que, OK, j'ai été quand même, j'ai j'ai dépassé plein de monde, j'ai couru vite, je me suis pas hypothéqué, mais je pense que pour un 42, il va falloir que je sois plus intelligent, mettons. Là. C'est pas de courir autant ou de vraiment accepter de marcher, des montées puis m'épargner parce que je me suis trouvé quand même cowboy. Ça a bien été, mais tu sais. Fait que c'est ça. Content que tu aies aimé ça de même. Là, t'as l'air bien Ben oui. en amour avec le trail. Là. Ouais, puis non seulement ça, mais l'entraînement aussi. L'entraînement, ça a été le fun. Là, tout l'été, dans le fond, c'était à peu près 10-12 semaines là, que ben, je mixais les deux. Tu sais, je mixe route et trail. Puis sur route, j'aime beaucoup faire de l'intervalle sur route. Les longues sur route, je les trouve difficiles maintenant parce que mes longues, je les faisais en trail. Fait que ça passe beaucoup plus vite. Là, j'ai de la misère à faire des longues sur route. T'as goûté aux fruits défendus des longues sur trail. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça passe très, très vite. Ouais, ça passe C'est ça. vraiment vite en trail. Ouais, ouais. Puis, d'ailleurs, ben, c'est ça, là je m'en vais faire un marathon trail au Mont Mégantic. Mais, tu sais, parlant de marathon, je devais faire celui de Toronto. Et puis, c'est là que je t'annonce live que je ne ferai pas le marathon de Toronto. Tabarne! Je ne le courrai pas avec toi. Fait que je te chie dans la pelle.
Colin. Ouais, mais je vais faire le demi. Rassure-toi, je Ah, vais être ok. là. J'ai quelqu'un qui va payer sa moitié pour la chambre que j'ai réservée, là. Ah oui, ben oui, je vais être là, puis on va y aller ensemble, mais je vais Ok. faire le demi Ok. parce que ça me tente pas de m'entraîner pour un marathon, Ouais. parce que ça me tente pas de faire un marathon sur route, mais surtout, tu sais, faire un demi, ça veut dire que je vais être là à l'arrivée pour ceux qui courent un marathon. Toi, Ouais. tu vas le faire, ton premier depuis 2019, fait que je Ouais. vais être là à ton arrivée. Je vais être là à l'arrivée de Carl aussi, Carl Hébert, qui, pour moi, va aller chercher le record québécois dans son range d'âge. Ouais, il est Donc, parti pour ça. c'est ça. Je vais être là, puis je vais me sentir beaucoup mieux de faire un demi. Puis ça va être mon premier cette année. Dans le fond, le dernier en mode compétitif, là, c'était Granby l'année passée. Donc, ça va être mon premier cette année. Fait que je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai pris la décision que ça Ouais. allait être un demi plutôt qu'un marathon. Ouais. T'étais-tu Fait que, déjà inscrit? oui, oui, je t'ai inscrit. Là, je leur ai écrit, je leur ai demandé de faire le switch. J'ai pas eu de réponse, là, ça fait une semaine. Mais en même temps, je me dis au pire, ça va être là-bas que Au pire, tu feras ça le va parcours faire. puis tu coupes au bout du demi, là. Puis, Ouais, c'est ça. Au pire, je pars pour le 42, puis quand le 21 est fait, c'est ça. On arrête ça là. ben, ça dépend parce que le parcours est peut-être pas le même, là, mais. Oui, 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 Ah j'ai oui? regardé, ça part en même temps, puis c'est ça. Fait que dans le fond, le Ça part en 21, même temps, c'est ça oui, mais oui, vas-y. ouais. Ben, le 21, c'est un bout dans la ville, Ouais. puis le 42, ça va compléter avec un autre 21, mais ça Ok. repasse Il à peu passe près au à la fil même place. d'arrivée du 21, puis là, quand tu fais le marathon, faut que tu Ouais, continues à droite ou à gauche, là. Ouais. ouais. Ok. C'est ce que je semblais Ok, voir, là. ok. Fait que, mais anyway, j'imagine que je vais pouvoir Oui, changer. oui. D'habitude, ils n'ont pas de Tu sais, problème à downgrader. ah non. Puis en plus, tu sais, je ne demande pas de remboursement, rien. Ouais, ouais. Je changer d'idée, puis c'est tout. Fait que c'est ça. Puis par rapport au trail, là, va falloir que je décide parce que mes Mégantic, c'est ça, c'est en juin. Donc, c'est sûr, je vais en faire un autre événement trail à l'automne. Soit l'UTHC, le 42 aussi, ou là, mon ami qui n'a pas couru le 28 parce qu'il était blessé, lui, il m'a dit on pourrait faire le 55 à Bromont. Fait que déjà, passer à Hey! l'ultra. Puis Hey! lui, Il prêche ouais, avec Nico Dunn. Ah, c'est pas important, il faut pas aller trop vite, faut pas monter ouais, trop ouais, vite. ouais. Puis là, Non, non, moi, là, je vais faire un 42, puis là, un 55. mais en même temps, tu remarqueras bien que je suis en train de faire toutes les étapes. Hein. J'ai fait le 28, 42, 55, T'as pas peut-être encore fait le 65, 80. 42, là. Tu Non, l'as non, pas non, non, encore non, mais fait? ah, non, mais ce que je veux dire, c'est que je vise faire chacune des petites étapes. Tu sais, je passe pas de 28 à 55 à Mais 80. tu Ou, tu réalises, sais, je dis pas. 28, là, 55, là, c'est le double. C'est le double. C'est le double. Ouais. Puis à Bromont, il est de Saint-Onge. Ouais. Ouais. Fais Mais tu sais, si je attention. marche beaucoup, si je marche Si je beaucoup, marche puis beaucoup. Ah oui, si tu marches beaucoup, ça va être long, puis tu vas souffrir longtemps. En tout cas, je vais rire de ta ah, pas gueule si. nécessairement. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, fait que c'est ça. Mais non, mais tout ça, hein, tu sais, c'est mon ami qui m'a parlé de ça. Lui, c'est ça, il n'a pas fait le 28, mais il voudrait aller direct sur le 55, mais tu sais, il est très en chef. Lui, il est plus vélo, vraiment. Mais c'est ça. Son pied va être réglé, puis on va faire l'entraînement ensemble au printemps-été prochain, puis on va voir, là. Ben, en même temps, il va falloir que je prenne la décision assez rapidement. Là. Les inscriptions, ça se fait plutôt assez tôt, toujours. Fait que, ben ouais. Bon, Fait bon, que je bon. m'en vais sur le marathon trail à la place de sur route. Bon, bon, bon. Il y a Ouais. un Je suis converti. très confort avec ma décision. Bon. On va passer aux résultats du McGill Open qui avait Yep. lieu ce week-end. Ça faisait, je pense que c'est une des dernières éditions qui auront lieu. Je sais pas si c'était la dernière cette année ou si ça va être l'année prochaine, mais une des dernières parce qu'apparemment les amis du Mont-Royal, l'organisation qui s'appelle du Montréal, n'aiment pas ça, que des gens Oh, viennent piétiner la montagne puis tout détruire des beaux bouts de gazon. Euh, OK. on va y aller, on va regarder un top 10. Chez les femmes, Catherine Beauchemin qui est allée le chercher. La première position, Jade Bérubé deuxième, c'est 21-44, 21-55. On ne dira pas tous les temps parce que ça compte pas tant que ça le temps en cross-country. Florence Caron troisième, Sarah-Pierre Paquette quatrième, toutes des filles du Rouge et Or. Marine Garnier des Carabins, une recrue cinquième. Sabrina Saint-Gelais, sixième, mais elle compte pas comme sixième parce qu'elle courait au civil.
Ben, elle compte comme sixième, mais pas dans le classement universitaire. Noémie Beauregard, septième. Manon Plouvier, huitième. Emma Graham, neuvième. Et Ella Lane, dixième. Puis si on regarde le classement par équipe, le Rouge et Or a dominé avec un score total de 24 points. Elles ont rentré les filles 1, 2, 3, 4 et 14, ainsi que 16 et 17. En deuxième position, on a eu les Queens Gales, 58 de score, 7, 8, 9, 13, 21 et 23, 24. Carabin de Montréal en troisième avec 72, 5, 10, 12, 20, 25, ainsi que 26, 30. Domination du Rougeur de Laval. Je suis même pas sûr si elles avaient leur équipe complète. Je sais que chez les hommes, non. Souvent, c'est la tradition du moins pour le Rougeur, de ne pas envoyer son équipe complète. Ils envoient la moitié de leur squad, de leur escouade au McGill Open, puis ensuite le week-end suivant, ils envoient l'autre moitié à la compétition à Sherbrooke. Donc j'imagine que c'est peut-être encore une fois le cas, mais même avec le squad incomplet, si je ne me trompe pas du côté des filles, c'est une domination complète. Étonnamment, McGill n'a même pas eu de classement. Ils avaient seulement 4 filles qui ont couru, qui ont fait 12, 21, 24, 30, mais 30e position. Mais ça prend 5 coureurs ou coureuses pour avoir un classement. Apparemment, je pense, si j'ai bien compris, ils ont choisi 6 filles pour l'équipe de McGill. Donc, ils n'ont même pas une escouade complète parce que techniquement, une escouade, tu devrais être 7. Tu as les 5 premiers qui comptent dans le score, puis tu as le 6e et 7e qu'ils ne vont pas compter pour ton score total, mais ils peuvent rajouter des positions aux filles suivantes. Donc, ce qui peut aider des fois si tu as les filles suivantes qui tombent dans le top 5. Mais là, ils n'ont même pas une équipe complète, puis il suffit que 2 filles ne finissent pas la course, puis ils n'ont pas de score, tout simplement. Donc, décision curieuse pour l'équipe de McGill de seulement avoir choisi 6 filles. Je sais qu'il y avait des standards, puis bon, apparemment que les autres filles n'atteignaient pas le standard, mais à voir. Je ne suis pas au courant de tous les détails. Sinon, si on regarde du côté masculin, Philippe Morneau-Cartier qui l'emporte en 18,59, suivi de très près par Thomas Laviolette en 19,02, seulement 3 secondes de différence. Thomas Laviolette pour les Carabins de Montréal, Philippe Morneau-Cartier pour le Rouge et Or. En troisième, Miles Brackenbury. En quatrième, Jude Wheeler-D. Cinquième, David Girardin. Sixième, Pierre-Yves Normandin. Septième, Jack Stanley. Huitième, Philippe Mainville. Neuvième, Rudy Sall. Et dixième, André Ali Lamarche. Si on regarde les scores par équipe, le Rouge et Or, domination à nouveau. Un petit peu moins que du côté féminin, mais quand même. Score de 35, 1, 5, 6, 9 et 14, ainsi que 17, 18. Chez les Queens Gales, 61, 3, 4, 12, 16, 26, ainsi que 28, 24. Et McGill termine quand même troisième avec 7, 11, 13, 20, 23 et 24 et 27. Mais par contre, le Rouge et Or n'avait pas tous ses coureurs. Je sais entre autres qu'il manque Jonathan Tedeschi. Puis là, il en manque sûrement d'autres, mais j'ai pas enquêté exactement savoir lesquels. Mais c'était pas une escouade complète. Jean-Simon Desgagnés. Oui, c'est Jean-Simon vrai. Desgagnés, es-tu encore là? Je pense que oui. Ouais, je Ouais. pense qu'il est encore pour eux. Donc, Ok. déjà Un là, bon c'est leur plus gros nom, je pense, Jean-Simon Desgagnés. Ouais. Puis Jonathan Tedeschi aussi, qui est quand même très fort Ouais. aussi. Donc, bon, ça va être à suivre dans les semaines suivantes. Mais bon, quand même, les McGill Redbirds, quand même troisième à leur compétition. Leurs hommes étaient quand même pas pires. Puis ils étaient capables d'avoir une escouade complète de leur côté. Donc, maintenant, on passe. Il y avait une publication que j'avais vue de Runix sur Grant Fisher qui a fait 4 records personnels sur 4 grosses distances cette saison. Au 1500 mètres, il a revêtu son record de 1 seconde. Au 3000 mètres de 9 secondes. Au 5000 mètres de 16 secondes. Et au 10 000 mètres de 38 secondes. Puis là, vous allez me dire, ben, il a juste battu ses records personnels. Mais attendez de voir c'est quoi ses records personnels. Il fait partie du Bowerman Track Club, qui est une équipe très forte, sponsorisée par Nike. Regardez, OK? 1500 mètres, il a fait 3,35,53 pour un score de 1167.
On avait dit 3000 mètres aussi. 7,28,48. Un score de 1249. Là, ça devient intéressant. 5000 mètres. 12,46,96. Si je ne me trompe pas, oui, c'est un record américain. Et je pense que c'est un record d'Amérique aussi. Même Je pense chose pour le 3000 mètres aussi, ouais. Ah oui, ok. Puis il a battu, ouais, ça, il a battu trois records américains cette année. Ouais. Aussi, c'est un record de l'Amérique, si je ne me trompe pas, le 5000 mètres. Donc il a battu le temps de Mohamed Ahmed qui devait être comme 12,47. 1258 points cette performance-là. Et sur 10 000 mètres, 26,33,84. 1268 points. Donc, énorme aussi. Il a fait ça en mars. Ça aussi, c'est un record américain. Ben, sa plus récente, il l'a fait le 2 septembre. Donc, son 12,46,96. Donc, il est en forme. Il n'est pas vieux, Grant Fisher. Récemment, je pense que c'était un des... longtemps, c'était comme la... 1997, Ouais, le 22 avril, il y a 25 25 ans. ans. Il y a 25 ans, Ouais. pendant un bout, c'était comme la recrue de l'année. Il battait tous les records pour les U18 ou whatever, les jeunes Américains. Donc, puis là, il y a eu des années creuses un peu, on entendait moins parler de lui, mais là, cette année, il a bien fait parler de lui. Donc, très impressionnant pour Grant Fisher, qui est natif de Calgary, donc natif du Canada, mais il a maintenant sa citoyenneté américaine. Il représente les États-Unis, si je ne me trompe pas, pour aux Olympiques s'il y va. Je pense qu'il était aux Olympiques, je ne suis pas sûr. Il y avait une course pour une coureuse, Elisa Fletcher, qui s'est fait tuer pendant son jog pendant le matin. Donc, Elisa Fletcher, c'est une professeure en maternelle. Elle avait 34 ans, mère de deux. Et ça a vraiment choqué vraiment la nation puis la communauté des coureurs, des coureuses. Elle était partie faire un petit jog le matin et elle s'est fait kidnapper par quelqu'un et tuée. Euh, et c'est ça, assez affreux de penser ça. Si c'était un homme, je pense pas. J'ai l'impression que les motifs, ça devait être euh, probablement sexuel ou quelque chose du genre. Quelqu'un de dérangé mentalement, puis elle a dû résister probablement, puis finalement, elle est morte. C'est Oui. c'est pas elle qui était ciblée, elle était au mauvais endroit au mauvais Ah moment, mais non, c'était pas ben contre non, c'est ça. elle De, ou de ce que j'ai compris, c'est ça. C'était juste une attaque ouais. au hasard. Donc, Mm. puis ouais, même si elle n'avait pas résisté, elle serait probablement morte aussi, là, en passant. Là. Je dis pas que je la blâme ou rien, là. Mais c'est extrêmement rare, en passant, des choses comme ça. Statistiquement, ça arrive presque jamais. Puis c'est pour ça, c'est ça. Ça fait les nouvelles quand ça arrive. Mais, tu sais, ça reflète quand même si c'est extrêmement rare que ça arrive, ce qui est pas extrêmement rare, c'est de courir quand t'es une femme puis de te faire juste dire des commentaires, D'avoir des une choses comme ça. agression, c'est ça, pas nécessairement physique, mais aussi juste des Verbal, mots verbaux. verbal ou juste de. Ça, c'est pas rare. Ouais, ou juste Verbal, ouais. te faire suivre par une auto. Là, je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui ont déjà raconté que ça leur est déjà arrivé, des affaires de même. Tu sais, moi, quand je cours, là, 99% du temps, je suis chanceux, j'ai la quiétude d'esprit complète. Je pense, bon, peut-être pas j'ai la quiétude On y d'esprit pense. complète, je pense à d'autres choses, mais je pense zéro à ça. Je pense jamais à est-ce que je vais me faire Exact, attaquer, kidnapper. Voilà. Tandis que en tant que femme, exact. j'imagine, il y en a plus. Peut-être qu'il y en a certaines qui ne pensent pas, mais en général, j'imagine la plupart, ils pensent un petit peu. C'est un stress de plus. Je sais pas si j'étais une femme, Ouais, si je convaincu. courrais avec un taser, pas un taser, Les mais tu sais, écouteurs. du poivre de Ah, Cayenne ou quoi, je ne sais pas. OK. Selon Ou l'heure de c'est la ça, journée. Là. ou des écouteurs que tu n'entends pas ce qui se passe, tu n'entends Ouais, pas la personne qui arrive en arrière de toi. Tu probablement sais, pas. c'est. Probablement, Ouais. j'aurais des aftershocks, là, tu sais, de quoi que je peux entendre autour. Puis je sais même pas si je les mettrais parce que des fois ça distrait. Mm. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu une course qui a été organisée. Fait que plein de gens ont dédié leur course en son honneur. C'est vraiment triste, c'est vraiment
choquant. Évidemment, on en parle, mais il faut quand même se rappeler statistiquement, c'est ultra rare. C'est plutôt ce qui est très commun. C'est plus souvent c'est quelqu'un que tu connais qui va te tuer ou essayer de te violer ou peu importe. Donc c'est à ça qu'il faut faire plus attention, mais on est quand même conscient que c'est c'est un stress de plus de courir en tant que femme. Définitivement. Donc Définitivement. c'est ça, c'est malheureux. C'est bien malheureux, mais un beau geste tout de même de la communauté des coureurs de dédier une course en son honneur. Bon, aussi une autre nouvelle triste, il y avait l'Autrichien de naissance, Thomas Budenborfer, à 52, qui était vraiment établi en Irlande et bien connu de là-bas, qui avait un blog quand même assez lu, ça s'appelait le journal d'un rubbish marathon runner, fait que un coureur de marathon un peu, pas stupide, mais comme mauvais ou quelque chose du genre de pas trop incroyable, qui s'est fait tuer par une auto. Donc, il s'est fait frapper quand il courait à Madrid pendant sa course et il en est mort. Donc, c'est aussi bien triste. J'ai appris la nouvelle parce que j'avais mon ami Julio Castillo qui a dédié son marathon qu'il a fait à Verdun, le marathon Bouge-Bouge, en son honneur. Et puis, lui qui était quand même un bon ami de Thomas Bubendorfer. Et finalement, il a couru la course de sa vie, Julio. Donc, il disait peut-être que ça l'a vraiment aidé. Ça lui a donné un second souffle. Il s'est dit, je peux pas abandonner, je vais finir ça pour lui. Il a réussi à se qualifier à Boston d'ailleurs, pour Boston, alors qu'il pensait pas pouvoir le faire, surtout dans la chaleur. C'était aussi le gros week-end show. C'était la journée du gros week-end show. Donc, bien triste nouvelle aussi, quand on voit un coureur et une coureuse qui meurent en faisant leur sport. Euh, bon, c'est bien dommage, surtout quand c'est évitable de même, des morts comme ça. Je te laisse continuer avec une Oui, publication sur Andy Simmons. oui, Andy Simmons, qui est l'un des plus grands coureurs de trail au monde, lui, il a décidé qu'il ne participerait pas aux mondiaux pour une raison de bilan carbone annuel, qui, pour lui, c'est déjà trop. L'année 2022, c'est déjà trop ce que son empreinte carbone a produit Les en mondiaux de 2022. quoi? Pardon? Les mondiaux de quoi? Championnats mondiaux de trail. De trail. Je ne sais pas à quel endroit c'est. Mais c'est ça. Il a décliné la proposition de participer aux championnats mondiaux de trail En cette année. Thaïlande. C'est en Thaïlande. Suite, OK, suite à sa sélection là, dans l'équipe britannique. Donc, lui, dans l'équipe britannique, il a évalué son empreinte carbone pour 2022 à 6,3 tonnes, ce qui est déjà trop. Donc, c'est sa décision. Je pense, je veux dire, chaque personne individuelle, il faut essayer de trouver notre façon qu'on peut pour réduire justement notre empreinte carbone. Des événements de course comme ça, surtout si ça te demande de voyager en avion, tout ça, ça a son impact. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un pensez-y bien. Surtout, pour tout le monde, mais comme je dis, des athlètes élites comme ça qui doivent prendre l'avion pour voyager Ouais. d'un pays à l'autre, d'un océan, pas d'un océan, mais d'un continent à l'autre. C'est un pensez-y bien. Donc, lui Ouais. indique là, que nous devrions viser seulement 2 tonnes chacun. Et puis, c'est ça. Individuellement, on est capable de faire une toute petite différence. Puis dans l'ensemble, on va peut-être réussir. Non, mais c'est vrai, tu sais, oui, on blâme beaucoup les grosses corporations puis tout ça pour polluer, mais souvent, c'est en réponse à notre demande. Tu sais, les VUS, c'est les véhicules qui vendent le mieux. Puis est-ce que c'est tant nécessaire? Non. Mais c'est ça que les Mm. gens achètent. Fait que, au final, Non. c'est intéressant. Je n'ai jamais fait ce calcul-là. Je vais sûrement essayer de voir c'est quoi la mienne. De mon côté, un truc que j'essaie de faire beaucoup, puis c'est rentable aussi, c'est le fun. Ça combine deux choses. J'aime faire de l'argent pour peu d'efforts et réduire mon empreinte carbone. Puis je pense, je fais du Amigo Express. Donc, dans le fond, non Ouais. seulement j'ai covoituré avec Pierre-Loup Béraud pour me rendre à Québec pour le 10 km, mais j'ai aussi pris deux Amigos pour aller, deux Amigos pour tôt.
Puis, techniquement, j'imagine que ça réduit ton empreinte carbone parce que ces personnes-là, ben, oui, ils auraient sinon pris le bus ou pris quelque chose d'autre, les personnes qui embarquent dans ton Navigo. Mais au final, s'ils prennent pas le bus, ben, ça fait qu'il y aura moins de bus. Oui, ça réduit l'offre, mais ça fait qu'il y aura aussi moins de bus qui vont le faire. Puis Ouais. donc, puis des bus, ça pollue quand même. C'est sûr que ça pollue pas autant que des autos individuelles. Mais quand tu dois t'y rendre de toute façon déjà, c'est le fun de combiner. Tu sais, moi, je trouve ça con je trouverais ça con de m'y rendre Ouais. tout seul. D'un, c'est long, c'est plate de se faire 3 heures de route tout seul. Puis, ben en plus, c'est ça. Tu rends service à quelqu'un. Au lieu d'avoir à payer Oui, 50$ puis pour un billet de bus, ben, ça leur coûte 28$ pour c'est ça. monter. Puis Fait tu que, optimises l'espace dans ton char. Tu as ouais, 2 places en arrière qui servent à rien, qui sont ouais, vides. Fait que exact. aussi bien optimiser. Exact. Donc, selon moi, c'est une bonne façon donc de soit covoiturer avec d'autres personnes, de faire de l'Amigo Express. Puis c'est ça. J'essaie, moi aussi, j'y pense quand même beaucoup. J'essaie d'utiliser le moins possible mon auto. Par exemple, justement, ce week-end, il y avait un petit événement chez André Daigle dans sa cour, avec sa piscine chauffée qui est tellement la température parfaite. Puis j'ai pas pu résister après ma run de 35 km. Je m'y suis rendu. Mais je m'y suis rendu en unicycle électrique. J'ai fait 40 km me rendre, puis 40 km pour revenir. Mais ça, j'ai économisé. Ça aurait été à peu près la même chose en char, peut-être même un petit peu plus. J'ai économisé pour 80 km d'essence, puis ça aurait pu être. Ça dépend du trafic aussi. Je sais pas, ça aurait été quoi, probablement pas si pire là, à cette heure-là. Mais je trouvais ça juste con de me rendre tout seul en auto là-bas. Fait que je me suis rendu en unicycle. Ça a pris Un petit une peu heure et plus long, 15 mais tu sais, environ. c'est ça. Ouais. Ça a pris 1h15, ça m'aurait pris 35-40 minutes en auto. Fait que, puis Ouais. c'est ça, c'est le fun quand même. Donc, Ben oui. c'est ça, c'est important de penser, c'est facile de se déresponsabiliser complètement puis de dire, ah, c'est toutes les grosses corporations. Oui, il y a des grosses corporations qui font des affaires très sales, mais je pense aussi qu'on a notre part de blâme de notre côté, puis il faut faire nos choix. Euh, Puis essayer d'optimiser les choses, de réfléchir avant de faire un trajet, comment est-ce que je peux optimiser ça pour non seulement économiser de l'argent, mais aussi économiser de l'énergie, du gaz pour la planète. Ouais. Donc, Ouais, ouais. ensuite, ben, on a Pierre Fauché, j'ai vu une publication intéressante de sa part. Il mentionne quand tu cours 59-57 sur un demi-marathon et que tu finis 15e, il faut que tu repenses à ton plan de carrière. Dans le fond, il y avait c'était au demi-marathon de Copenhague, qui est très relevé. Il y a eu 15 hommes sous les 1 heure. 15 Ah, personnes, qui est un nouveau record. Avant, c'était 11. Bon, t'as Pierre qui mentionne bon, est-ce que c'est du doping mécanique avec les souliers de Nike? Est-ce que c'est pour ça qu'on voit autant de personnes aller si vite? Ça s'est remporté en 58-58, Milkesa Mengesha. C'est ça, c'est 15 coureurs sous les 1 heure, c'est quelque chose. Je suis pas mal sûr que les souliers, ils sont pour de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres types de dopage? On ne sait pas. Mais c'est quelque chose. peut-être les températures étaient Ah, optimales. c'est sûr. Je connais pas le C'est parcours. Je sûr. Non, connais mais pas le c'est sûr. parcours, mais c'est peut-être très rapide. C'est sûr que les températures étaient optimales pour faire des temps de même. Ouais. Mais, Ouais. mais ouais, je pense que les souliers. Les souliers sont pour beaucoup, j'imagine, pour baisser les temps de même. Donc, Ouais. ouais, quand même quelque chose. Euh, Ensuite, on a Alexander Sorokin, qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, qui Encore détenait lui. le record du 24 heures, qu'il a encore détruit. Il a fait en moyenne 4,30 du kilo pour faire un total de 319,614 km au, au, euh, au championnat européen IAU. Je sais pas c'est pourquoi IAU. Mais c'est ça, c'est sur une piste. Tu tournes en rond très longtemps. C'est ça, moyenne de 4,30 pendant 24 heures. Vraiment impressionnant. C'était en 2021 qu'il avait fait 309,4 pour 24 heures, hein, puis ainsi battu le record de Yanis Kouros de 97, qui était 303,3. Mais là, il a battu son record de 10 plus de 10 km. C'est fou. Qui est vraiment impressionnant. Il raconte, il prend un mix d'eau, d'électrolytes, comme du Gatorade, du Coke,
Il consomme environ 400 calories par heure avec des gels aussi, des chips, des biscuits puis des bonbons. Euh, c'est ça, c'est impressionnant. Il y a 7 records du monde en ce moment. Le 6 heures, qui est de 98,5. Il a fait 100 km en 6 heures et 5 minutes. Donc, record du monde de 100 km. Le 100 miles, 10 h 51. Du 12 heures, 177,4. Et maintenant du 24 heures. Ben, en fait, il l'avait déjà, mais il l'a juste amélioré. Donc, tout un athlète, Alexander Sorokin. Sur piste en plus. Ouais. Ouais. Il est fait fort. Il est fait fort pour manger autant de pistes. Là. Ça fesse quand même la piste, tu le sens, après un entraînement de piste. Puis lui, il fait ça pendant 24 heures. C'est 4,30 de moyenne. Ouais. Ouf. Voilà. Bon, ben, Good. c'est ce qui conclut cet épisode des nouvelles Yes. du monde de la course de mi-septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des personnes de qui vous voudrez qu'on parle, justement quelqu'un qui nous a envoyé un message à ce sujet récemment, on va évaluer ça. Et c'est cela. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires et questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.